Mesdames, Messieurs, bonsoir. Est-ce du bluff? Est-ce le sempiternel optimisme de Donald Trump ou l'avènement réel d'une future Pax Americana? Aujourd'hui, Donald Trump, qui semble excité comme un enfant depuis la mi-journée, qui a tweeté un certain nombre de fois, encore plus grand que d'habitude, je dirais, n'a cessé de poster sur son réseau social depuis justement le tweet du ministre iranien des Affaires étrangères. Résultat, sur les points litigieux d'Ormuz et celui du nucléaire, les choses ont peut-être bougé. On vous raconte tout sur LCI. Nous sommes avec Michel Goya, consultant militaire d'LCI. Michel, bonsoir. Merci d'être là. Xavier Titelman, bonsoir Xavier. Bonsoir. Ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Merci d'être avec nous. Luc Amanget, grand reporter. Merci bien à vous aussi. Sophia Amara, vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Très content de vous voir ce soir. Bonsoir. Sylvie Berman, vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie. Et Romuald Siora, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS. Vous êtes essayiste, politologue et documentariste franco-américain. Donc, ce soir, ça va être très riche parce que regardons d'abord cette image de Donald Trump. Donald Trump qui est présentement dans un avion. Voilà, ça c'était il y a quelques minutes à peine. Donald Trump était en train de monter dans Air Force One. Il était à Las Vegas quand il a pris Air Force One. Il est en train de se rendre, au moment où nous vous parlons, en Arizona, à Phoenix, pour assister et participer à un événement politique majeur pour galvaniser la base MAGA en républicaine en vue des élections de mi-mandat. On vous en reparlera tout à l'heure parce que Donald Trump sera sûrement avec nous au moment. Vous voyez, il a failli faire se faire mal à la tête en rentrant dans l'avion. Et là, il est dans l'avion et on le reprendra tout à l'heure quand il atterrira, bien sûr, à Phoenix. Donc, reprenons pour ce soir, c'est-à-dire dans la journée. Vous savez, avant, nous préparons cette émission sur LCI, moi et mon équipe, avec Aurélie Delmour et d'autres, bien des heures avant l'antenne, bien évidemment. Et nous scrutons ce qui se passe du côté du réseau social de Donald Trump. Mais alors aujourd'hui, c'était, j'allais dire la cata, pas la cata, c'était la cascade. La cascade de Trump. Il y a eu plus de 10 tweets en une heure seulement. Mais tout a commencé d'abord par le tweet, non pas de Donald Trump, mais du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Voilà ce qu'il a tweeté à 14h45 heure française. Le passage de tous les navires commerciaux à travers le détroit d'Ormuz est déclaré complètement ouvert pour la durée restante du cessez-le-feu. Bon, alors déjà on note qu'il n'a pas précisé quel cessez-le-feu. Est-ce le cessez-le-feu actuellement en cours en Iran? Est-ce le cessez-le-feu en cours depuis hier soir au Liban? Il n'a pas précisé. Mais 20 minutes plus tard, premier tweet de la salve de Donald Trump. Voici ce tweet, donc à 15h06, celui de Donald Trump. L'Iran vient d'annoncer que le détroit d'Ormuz est entièrement ouvert et prêt à accueillir tout type de trafic. Merci. Voilà, c'est le début d'une cascade que nous allons analyser. Romuald Siora, vous êtes spécialiste des États-Unis. Est-ce que, donc sans rentrer dans les détails, parce que les détails, on va les donner longuement tout au long de la soirée, est-ce que le fait que Donald Trump a tweeté 20 minutes après le ministre des Affaires des étrangères signifie quelque chose? Oui, bien évidemment. D'abord, il faut garder à l'esprit que Trump cherche une sortie de secours à ce conflit déjà depuis un bon moment où il s'est piégé lui-même. Il a sa sortie de secours, il a un compromis qui visiblement lui permettra de garder la tête haute face aux Américains et, comme vous l'avez dit précédemment, de redynamiser essentiellement lors de ce grand meeting sa base MAGA qui s'était fragilisée et qui semblait se détourner un petit peu de lui. Alors, ces deux annonces, c'est lié directement effectivement à la mise en œuvre du cessez-le-feu Israël-Liban. Luc Amanget, il y a un autre tweet de Donald Trump qui est lequel? Je m'y perds un peu. Donc c'est celui sur le Liban, lequel est-ce? Voilà. Alors c'est cet accord n'est aucunement lié au Liban, mais nous allons rendre sa grandeur au Liban.
En fait, chacun essaye de tirer la couverture à soi. Enfin, surtout Donald Trump, hein. Non, mais à lui-même. Oui, mais les Iraniens aussi. Non, mais les Iraniens aussi sont rentrés. La preuve, vous l'avez dit, le premier tweet est des Iraniens. Ils sont rentrés progressivement dans une forme de dialogue, mondial, en tout cas mondialement écouté ou lu, avec Donald Trump, et ils fonctionnent. Ils ont appris à jouer comme lui. Et donc, c'est à celui qui parlera le plus vite, le plus fort, parce que on va analyser les séries de déclarations qu'il y a eu dans la journée, dont certaines sont parfois contradictoires. Mais quand il dit qu'il n'y a pas, ce n'est pas lié à l'accord avec le Liban, c'est parce qu'il ne veut pas que les Iraniens donnent l'impression que ce sont eux qui gagnent, parce que les Iraniens ont évidemment expliqué que cet accord n'était possible que parce que Donald Trump avait eu la gentillesse de tordre le bras de l'ennemi Netanyahou et de le contraindre à signer un cessez-le-feu au Liban. Et c'était l'exigence des Iraniens, depuis le début de cette négociation. Donc évidemment, chacun essaye de dire non, mais c'est moi qui avais raison et je ne me suis pas fait manipuler par les autres. Et Donald Trump a tweeté toute la journée pour donner l'impression, comme toujours, saturer l'espace médiatique, que c'est lui qui est à la manœuvre sur absolument tout, ce qui n'est pas vrai en l'espèce. Oui, alors Donald Trump a tweeté sur le détroit d'Ormuz en donnant quelques précisions. Donc il dit le détroit d'Ormuz est entièrement ouvert et prêt à accueillir tout trafic, à permettre un passage libre, mais le blocus naval, c'est-à-dire le blocus naval américain, restera en vigueur en ce qui concerne l'Iran uniquement, jusqu'à ce que notre transaction avec l'Iran, donc un futur accord, soit terminée à 100%. C'est-à-dire, comme d'habitude, on a l'impression, Sophia Amorak, que Donald Trump, d'abord, se laisse aller à son sentiment du moment, qui est cette véritable excitation à 15h06, après le tweet du ministre des Affaires étrangères iranien en disant, voilà, ça y est, c'est ouvert, merci. Il dit merci, il remercie, grand seigneur. Et ensuite, il recule un peu, puisqu'il dit, attention, il y a quand même un blocage naval, le mien, qui restera tant qu'il n'y a pas d'accord complètement signé. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a ces conseillers qui lui ont dit qu'il fallait pas que ça aille trop vite ou quoi ? C'est un peu ce que j'allais suggérer, mais on n'en sait pas grand-chose, puisque évidemment c'est toujours très difficile de lire entre les lignes de Donald Trump et celles de ses tweets notamment. Mais on dirait qu'il s'est empressé. Parfois il a une certaine naïveté plutôt positive de dire vous avez fait ça, alors bravo et même merci. Donc on en est à remercier la République islamique pour avoir ramené la situation à ce qu'elle était le 27, c'est-à-dire la veille du début du conflit, et peut-être qu'on lui a dit non mais gardez une carte en main, voilà, donc le bloqueur qui fut l'Iran a débloqué, mais celui qui a surbloqué, il faut qu'il continue à bloquer pour qu'il garde une carte de négociation. Oui, c'est exactement ça. Michel, vous le comprenez de la même façon ? Oui, à peu près. Oui, c'est-à-dire que, alors d'abord, c'est une des rares fois où je le vois ou l'entends dire merci à quelqu'un. Oui. Non, mais aujourd'hui, il a dit merci plusieurs fois. Hein. Ça a commencé à 15h06 et ça s'est poursuivi. Je sais pas ce qui s'est passé. Il faut en profiter. Il remercie Donald Trump. Voilà, parce qu'il y croit. Il croit. Est bonne humeur. Mais oui, alors et en même temps, il y a toujours le jeu de savoir qui est le mal dominant quand même un peu dans toutes ces négociations à trois entre lui, Netanyahou et le collectif iranien, savoir qui est en fait en train de dicter sa loi aux autres. Et c'est pas forcément évident. Maintenant, voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, pour placer un bon mot, c'est la guerre du Détroit n'aura pas lieu. Merci. Elle est belle. Michel. La guerre du Détroit n'aura pas lieu. Mais enfin, et en même temps, on l'espère. Mais parce que oui, c'est un vrai geste de désescalade de la part des Iraniens, avec quand même quelques bémols. Hein, c'est la durée du cessez-le-feu. Bon, ce qui veut peut-être dire qu'ils ont peut-être envie justement que ce cessez-le-feu se prolonge, que apparemment ils ont conservé un peu l'idée du droit de péage. Il ne faut quand même pas que déconner non plus. Il y a quand même de l'argent à se faire. Et puis ensuite, ils conservent malgré tout toujours la possibilité de le bloquer quand ils veulent. Voilà, ils ont toujours cette capacité. Donc c'est un geste incontestable, mais qui leur coûte pas trop en réalité. Alors, vous parliez de la guerre du Détroit. Eh bien, figurez-vous que Donald Trump, en anglais dans le texte, dans son premier tweet, quand il dit que l'Iran vient d'annoncer que le détroit d'Ormuz est entièrement ouvert, en fait, il s'est trompé, il a dit le détroit d'Iran. Il n'a pas dit le détroit d'Ormuz. Parce qu'il l'a écrit très vite, ce premier tweet, celui qui était le début de toute une salve. Et selon Donald Trump, plus tard dans l'après-midi, on va y venir dans le détail, parce qu'il a parlé également du nucléaire. Selon lui, il va y avoir, Sylvie Berman,
un accord très proche. Donald Trump parle entre Iraniens et Américains dans un jour ou deux, c'est ce qu'il a dit à une chaîne privée israélienne, Channel 12. Il insiste, cet accord sera peut-être obtenu ce week-end précisément avec un retour des négociations. Est-ce qu'il prend son désir pour des réalités ? Alors c'est possible, on n'en sait rien effectivement. Il pousse. Hein. Pour le moment, les Iraniens ne sont pas du tout sur cette ligne-là, parce qu'il dit qu'ils vont accepter le transfert de l'uranium enrichi vers les États-Unis. Les Iraniens disent le contraire, et effectivement, ça serait étonnant. Mais en fait, Donald Trump a besoin, comme porte de sortie, impérativement d'avoir un accord sur le nucléaire qui soit supérieur à ce qu'il y avait en 2015, c'est-à-dire l'accord d'Obama qu'il a dénoncé. Et donc, ça pourrait porter effectivement là-dessus, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas garanti, et pour le moment, les Iraniens ne sont pas sur la même ligne. Alors, il y a sûrement des informations que nous n'avons pas, mais bien sûr. Mais ça paraît très optimiste. Il y a des informations que nous n'avons pas, bien évidemment, mais ça n'est pas une raison pour ne pas faire cette émission. C'est-à-dire, nous faisons avec les émissions que nous avons, nous travaillons beaucoup, et nous essayons de saisir. Il est aussi normal que la plupart des négociations, et vous le savez, en tant que diplomate, Sylvie Bermann, ne soient pas toutes publiques, bien évidemment. Mais il y a un jeu entre le public et ce qui est officieux et ce qui est officiel. Le nucléaire, on va évidemment y revenir plus tard dans la soirée, parce que les deux points aujourd'hui, c'est Hormuz, le déblocage, et sans doute le nucléaire, avec Donald Trump qui dit qu'il va récupérer le matériau nucléaire. Évidemment, les Iraniens démentent. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe en Europe, et plus spécifiquement en France ? Eh bien, en France, ces annonces d'aujourd'hui sont venues percuter une réunion à Paris. Là, vous voyez, Giorgia Meloni, le chancelier allemand, le Premier ministre britannique Emmanuel Macron. C'était tout à l'heure à Paris. Les États non belligérants qui se sont dit prêts à une mission dite neutre de sécurisation d'Ormuz, du détroit d'Ormuz, dont ils ont demandé la pleine réouverture au-delà de l'annonce justement iranienne. C'est-à-dire que l'annonce iranienne, dont je vous ai parlé tout à l'heure à 14h45, est venue percuter ces décisions, ces discussions à Paris, et 49 pays ont participé. Là, on a les 4 principaux qui étaient là physiquement. Donc, Lucas Manger, ça a été quand même... on n'a pas l'impression que les Européens ont une grande place importante dans la réouverture de ce détroit d'Ormuz. Donc, on peut se féliciter de ce que disent les Iraniens et les Américains, mais on est un peu en retard. Ça ressemble un peu à une coalition des volontaires, comme ce qui se passait avec l'Ukraine. C'est pas la même temporalité, c'est-à-dire que d'une certaine manière, je pense que Trump d'ailleurs a dû prendre un malin plaisir à annoncer cette réouverture au moment où les Européens se réunissaient à Paris, parce que c'est une manière de faire qui n'est pas celle de Trump. C'est la diplomatie du temps beaucoup plus long, c'est-à-dire c'est des vrais. Enfin, je parle sous le contrôle d'une ambassadrice, donc je vais faire très attention à ce que je dis, mais c'est la méthode du temps long, des choses qui prennent du temps, qui se négocient, alors que Trump est dans une logique de l'immédiateté, de la puissance, et on chasse un problème par un autre. C'est-à-dire que si demain c'est Cuba qui vient dans l'actualité, cette question pour lui du détroit d'Ormuz n'existera plus ou reviendra à un autre moment. Les Européens font ce qu'ils peuvent. Je pense qu'il ne faut pas non plus... Enfin, ils font ce qu'ils peuvent. Non, mais attendez, je suis d'accord. La réouverture du détroit d'Ormuz ne va pas se faire en 48 heures. D'accord. Quoi qu'il arrive. Oui, mais je ne suis pas sûr que les Européens aient une grande influence sur la réouverture du détroit d'Ormuz. C'est simplement ce que je voulais dire. Ils vont essayer, et les pays du Golfe et les pays de la région vont avoir besoin de la sécurisation de la région, parce que la réouverture du détroit d'Ormuz, le passage des bateaux va prendre effectivement des semaines, et le réapprovisionnement mondial du pétrole depuis l'Iran, l'Irak et les pays du Golfe va prendre plusieurs mois. Alors, selon le Premier ministre britannique Keir Starmer, ça va effectivement, vous avez raison, continuer concrètement, puisque la réunion de planification militaire concernant cette mission de sécurisation aura lieu dans quelques jours, la semaine prochaine, à Londres. Giorgia Meloni, quant à elle, a insisté sur ceci, on l'écoute. Il est clair qu'une présence internationale à Hormuz ne pourra être mise en place qu'une fois les hostilités cessées, en coordination avec tous les acteurs régionaux et internationaux, et dans le cadre d'une posture exclusivement défensive. Il me semble qu'il y avait également un accord total sur ce point ce matin. Michel Goya, exclusivement défensif, c'est une idée de Emmanuel Macron. Dès le 9 mars, c'était dès le tout début de la guerre, il en avait déjà parlé.
Oui, alors c'est quelque chose qui devrait ressembler un petit peu à l'opération Aspides dans la mer Rouge. C'est-à-dire qu'on escorte des navires. Maintenant, cette escorte des navires dans la mer Rouge, on l'avait fait alors qu'il y avait une menace, véritablement. Là, on attend qu'il y ait la fin de la menace. Donc j'ai un peu de mal à comprendre le concept, en fait. On attend la fin de la guerre. Et donc la fin des menaces pour protéger contre les menaces. Oui. Ça va, c'est bien dit là, vous avez raison. Oui, non, mais c'est un vrai paradoxe tout de même, non ? Oui, qui me gêne un petit peu quand même. On aurait pu peut-être, si on avait été un peu plus volontariste, dire écoutez, voilà, les combats ont cessé actuellement. Eh bien, allons-y. Là, il y a une fenêtre dans laquelle on y va. On envoie comme c'était l'opération Prométhée dans les années 80, l'opération française, où on envoie des navires dans le Golfe pour protéger, pour escorter les navires de commerce. On passe au large de l'Oman. Là, dans cette zone qui est un peu moins contrôlée par les Iraniens, et puis on force les choses. Voilà. Maintenant, les Iraniens ont dit, je le rappelle, qu'ils n'accepteraient aucun navire militaire dans la région. Donc, ce serait malgré tout une provocation directe, une confrontation directe avec l'Iran. Emmanuel Macron également s'est exprimé suite à cette réunion qui se tenait donc à l'Élysée sur le fait qu'il estime que la mission est encore plus légitime maintenant. L'initiative que nous avons tenue tous ensemble aujourd'hui est encore plus légitime parce qu'elle est ce qui va permettre de consolider ces annonces à court terme et surtout de leur donner une possibilité de tenir dans la durée. Xavier Titelman. La question de tenir dans la durée, ça me fait un petit peu penser, Michel l'a vécu, au casque bleu. Une fois qu'il y a la paix, on met des casques bleus comme au Liban, et puis ils sont là, ils comptent les coups, éventuellement, mais ils servent à rien pour imposer la paix, et si ça reprend, ils sont au milieu, et finalement ils deviennent des cibles comme les autres. Alors effectivement, la position de la France, c'est très bien d'assurer sa présence, de garantir une sécurité, mais on assure une sécurité uniquement en temps de paix, et on ne cherche pas à pousser. Est-ce qu'on va déminer ? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des mines ? Parce que si l'Iran prétend que le détroit est rouvert, est-ce qu'il y avait des mines ? Que ce soit une mine, 100 mines, 1000, il y en a certainement zéro, puisque désormais ils disent qu'on peut de nouveau naviguer dans la zone. Ouais, mais que des navires sont passés dans la zone. Et des navires sont passés. Donc logiquement, on n'a même pas besoin de navires démineurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre des navires, des frégates anti-aériennes pour éventuellement intercepter des missiles iraniens le jour où ça recommence. Mais est-ce qu'on va avoir des frégates anti-aériennes dédiées à la mer en face de l'Iran pendant des années et des années ? C'est compliqué. Oui. Je pense que le problème, effectivement, la question se pose. Ce qui aurait été intéressant de voir à l'issue de cette rencontre, c'est de voir évoquer la question des droits que l'Iran prétend vouloir prélever à ce jour. C'est-à-dire que la différence entre le 27 février et aujourd'hui, si tant est que le détroit soit réellement et définitivement ouvert par les Iraniens, Donald Trump vient de dire que les Iraniens se sont engagés à ne plus jamais fermer ce détroit, eh bien ce serait que la France, l'Europe, puissent négocier auprès des Iraniens qui sont relativement en bons termes, eh bien c'est d'obtenir le fait que, eh bien ils ne taxent plus les navires, les tankers et les bâtiments qui passent par ce détroit et que tout se fasse gratuitement comme c'est la loi. Justement, la trêve entre le Hezbollah et Israël qui a commencé la nuit dernière, cette nuit, semble lever un obstacle pour parler de paix entre les États-Unis et l'Iran. En tout cas, c'est une question qui est posée. Et là, il faut se référer à ce que dit Donald Trump, parce que ce qu'il dit et ce qu'il écrit peut mettre en rage et met en rage du côté d'Israël. Et d'ailleurs, on va se rendre en Israël dans quelques minutes. Je cite Donald Trump, « Les États-Unis collaboreront séparément avec le Liban et traiteront la situation du Hezbollah de manière appropriée. Israël ne bombardera plus le Liban. Les États-Unis leur ont interdit de le faire, interdit en lettres capitales. Ça suffit. Merci. Alors, il remercie encore, là. On en était au 3e de l'après-midi, tweet de Donald Trump. Nous sommes en ligne avec Stéphane Goldin. Stéphane Goldin, vous êtes en direct d'Israël. Vous êtes analyste sécuritaire. Vous avez commandé une unité d'élite de Tsahal. Merci d'être avec nous ce soir. Il semblerait que Donald Trump a relativement choqué Benjamin Netanyahou avec son message décrétant que justement les frappes au Liban étaient interdites et que Israël a demandé des éclaircissements concernant cette déclaration.
Bonsoir, Anne. Effectivement, c'est vrai que cette information qui nous est arrivée, on l'a reçue un petit peu comme un coup de poing dans la figure, mais c'est vrai qu'il y a eu des explications qui ont été données entre l'administration Trump et l'administration israélienne, et concrètement, Israël a décidé, pour dire clairement les choses, qu'elle ne mènera aucune action militaire offensive sur le territoire libanais, mais évidemment se préserve son droit à l'autodéfense en cas où il y aurait une attaque du Hezbollah sur le territoire israélien. Il faut quand même rappeler que encore c'est ce matin qu'il y a eu un haut responsable du Hezbollah qui est intervenu auprès d'une télé américaine, pour ne pas la citer, NBC, et qui a dit clairement qu'ils étaient satisfaits du cessez-le-feu qui était mis en place, mais n'avaient aucune intention de vouloir se désarmer. Donc là, tout est dit, mais il faut aussi comprendre que dans l'accord qu'il y aurait entre le Liban, Israël et les USA, il est stipulé clairement la question du désarmement du Hezbollah. Oui, mais justement, il y a eu tout à l'heure, il y a quelques heures, un drone d'attaque israélien qui a mené une frappe dans le sud du Liban. Il y a eu un mort, un motard, selon des médias libanais. Alors, aidez-nous à comprendre, Stéphane Goldin, cette frappe de drone. Justement, de quoi s'agit-il? C'est une frappe défensive, si l'on peut dire? Oui, c'est une frappe défensive où il y avait une intervention. Ça veut dire que le motard en question était quelqu'un du Hezbollah, c'est cela? Il y a des fortes présomptions pour que cette personne soit proche du Hezbollah et qui voulait mener une attaque qui était contre le territoire israélien. Vous savez, Israël, pour le moment, essaye de respecter ce cessez-le-feu au plus possible, malgré, je dirais, le goût amer qu'on a pu avoir ces dernières heures quand on a appris, je dirais, le fait qu'il y ait ce cessez-le-feu. Et mettez-vous à la place des populations du Nord qui vivent depuis... non pas le 7 octobre 2023, mais depuis le 8 octobre 2023, sous les bombardements du Hezbollah. Donc, il faut comprendre que le Hezbollah, dans cette affaire, veut à tout prix casser cet accord, ne veut pas cette trêve, même si elle s'en félicite, entre guillemets. Et rappelons-le quand même aussi, parce qu'il y a un lien quand même avec l'Iran. C'était hier, le 16 avril, oui, où le président du Parlement iranien, qui est une figure relativement emblématique, je dirais, en Iran, qui a dit clairement que le Hezbollah au Liban et l'Iran ne font qu'un. Donc on voit très bien que le Hezbollah veut être un État dans un État, veut continuer à déstabiliser le président Aoun, et on voit très bien que d'un autre côté, le président Aoun, le président libanais en tout cas, veut arriver à cette discussion, dit clairement aujourd'hui parler avec Israël n'est pas un acte de faiblesse, et on voit très bien dans le fond, du côté libanais, en tout cas du gouvernement libanais, des bonnes volontés. Oui. Sophia Mara, mais est-ce qu'il y aurait des tensions entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou à venir, que l'on voit déjà peut-être dans ce tweet, c'est-à-dire que le principal allié d'Israël impose déjà un arrêt des opérations à Israël. Oui, mais ça ne peut être que passager. Évidemment que ça fait plaisir aux populations du nord d'Israël, à celles du Liban où il y a eu quand même plus de 2000 morts, dont 500 femmes et enfants, selon le ministère de la Santé libanais. Et donc ça ne peut être que passager. Parce que le problème, c'est que le Hezbollah tient encore son arsenal. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu peut-être ces citoyens revenir vers le sud Liban, qui est un des fiefs du Hezbollah. Oui. Ils y sont tous allés avec des drapeaux du Hezbollah, et le Hezbollah ne lâche pas et refuse de rendre son arsenal. Les deux seuls points positifs qu'on a, très brièvement, le premier, c'est que les Libanais ne veulent plus qu'on négocie leur sort sur des tables de négociation tenues par les Iraniens, les Syriens, comme ce fut dans les années 90. Ils négocient tout seuls et à Washington. Et le deuxième, c'est qu'on a un Premier ministre et un chef de l'État libanais, Stéphane l'a dit tout à l'instant, qui sont déterminés à aller jusqu'au bout, à tel point qu'aujourd'hui, on évoque la possibilité, le risque de voir les attentats contre les chefs ou les responsables libanais reprendre à Beyrouth, et on craint carrément pour la vie du Premier ministre libanais, Nawaf Salam, parce que vous savez que les attentats politiques sont légion dans ce pays. On voit à l'écran ces images qui ont été nombreuses depuis hier, c'est-à-dire justement toute une population libanaise qui redescend du nord vers le sud Liban. Stéphane Goldin, les habitants du sud Liban ont commencé justement à revenir malgré, donc en dépit des avertissements d'Israël leur demandant de rester
rester à l'écart de ces zones situées au sud du fleuve Litanie. Est-ce qu'ils ont tort de revenir ? Écoutez, bien sûr qu'ils veulent revenir, mais c'est vrai que pour le moment, c'est encore un peu tôt pour revenir dans le sud du Liban. Maintenant, il faut comprendre aussi autre chose, c'est que les armes lourdes du Hezbollah ont été complètement déplacées au nord de Beyrouth. Et donc, toute la question est de savoir comment on va arriver à démilitariser le Hezbollah, et ça ne pourra se faire qu'avec l'aide d'une armée libanaise forte. Or, cette armée libanaise, on le sait très bien, elle est complètement vérolée par un mouvement chiite, et il faudra franchement un véritable travail entre les USA, entre Israël, et avec ce gouvernement libanais qui veut franchement aller de l'avant pour pouvoir franchement démilitariser le Hezbollah. Ça ne peut pas s'arrêter simplement au Litanie, malheureusement. Le Hezbollah s'est déjà déplacé au nord de Beyrouth et a déjà planqué, je dirais, pas mal d'armes là-bas. Rommel Atsiora, on comprend d'après les propos de Donald Trump aujourd'hui que les États-Unis veulent traiter justement avec le Hezbollah séparément. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il est sérieux, Donald Trump, quand il affirme cela ? Écoutez, visiblement, oui, cela me semble assez difficile, mais n'oublions pas que le Hezbollah est fragilisé comme il ne l'a jamais été depuis longtemps. Je me permets de revenir sur ce que nous disions précédemment lorsque vous parliez de Donald Trump et de ses excès, son enthousiasme aujourd'hui, et lorsque Sylvie Berman disait avec justesse que les Iraniens ne sont pas sur la même longueur d'onde concernant le programme nucléaire et l'uranium. N'oublions jamais, et cela répondra également à votre question concernant le Hezbollah, que Donald Trump s'adresse toujours et avant tout à son obsession, c'est-à-dire à sa base électorat MAGA qui est fragilisée. Il sait très bien qu'il n'obtiendra pas le deal qu'il souhaite avec l'Iran. Mais il ne veut pas se retrouver dans 2-3 jours à admettre avoir obtenu un deal minima, et donc il préfère dès aujourd'hui se vanter d'avoir obtenu l'accord du siècle, et sa base électorale boit ses paroles et dans quelques jours ne se rendra pas compte du petit tour de magie que Donald Trump a pu nous faire. Et nous assistons avec le Hezbollah, et ce qu'il nous a dit sur le Hezbollah, à également de la communication de la part du président américain. Il sait très bien que les États-Unis ne pourront pas véritablement traiter avec le Hezbollah. Mais une fois encore, il se présente comme le maître du jeu, le maître des horloges et celui qui a toutes les cartes. Bon. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui est quand même dans une situation peut-être temporairement délicate, comme vous avez dit, Sophia Maria, mais dans une situation quand même délicate, puisque c'est Donald Trump qui s'exprime en premier et de façon répétée et soutenue avec ses tweets. Mais voici ce qu'a dit Benjamin Netanyahou à propos de son ami Donald Trump. À la demande de mon ami, le président Trump, avec qui nous avons transformé le Moyen-Orient et obtenu des résultats remarquables, nous avons convenu d'un cessez-le-feu temporaire au Liban. À sa demande, nous allons donner l'occasion de promouvoir une solution politique et militaire globale avec le gouvernement libanais. Et je vous rappelle que pour la première fois en 43 ans, des représentants de l'État d'Israël dialoguent directement avec des représentants du Liban. Le chemin vers la paix est encore long, mais nous l'avons emprunté. Lucas Manger, il est quand même tout à fait clair que Benjamin Netanyahou est sous pression de Donald Trump, alors que justement les objectifs n'ont pas été atteints en ce qui concerne le Hezbollah. Il est donc dans une position délicate. Ah oui, là il essaye de se rattraper d'une certaine manière dans l'extrait de la conférence de presse que vous venez de montrer. Il essaye de ramener à lui en disant j'ai négocié avec le président Trump. Il essaye de rentrer dans le jeu, ça c'est sûr. Il ne faut pas oublier la situation intérieure de Benjamin Netanyahou que Donald Trump connaît très bien. N'oubliez jamais que Donald Trump déteste les perdants et que Benjamin Netanyahou est un potentiel futur perdant, c'est ça ? Un potentiel futur perdant. Il est plus bas dans les sondages. Il va devoir imposer des élections, il va devoir organiser des élections, pas les imposer. Tout le monde lui demande de les organiser, mais il ne le fait toujours pas. Il a jusqu'à fin octobre pour les faire. Si il perd le pouvoir, il va en prison. Vous pensez que c'est peut-être pour ça, effectivement, que Donald Trump, psychologiquement presque en profite, et parce qu'il sent qu'il n'est plus dans une position de victoire assurée. Dans 6 mois, il est fort probable, si la situation ne change pas, même pas dans 6 mois, que Benjamin Netanyahou ne sera plus Premier ministre d'Israël et sera plus probablement Trump, dans potentiellement, un procès. le lâche. Oui, mais attendez, ce qu'a fait Trump hier et ce qu'il a fait au mois de juin, aucun
président américain n'a tordu le bras de cette manière à un Premier ministre israélien dans l'histoire. C'est-à-dire que Trump le met sous une pression. Netanyahou essaye d'utiliser la force de Trump comme au judo, mais sauf que Trump lui rappelle régulièrement que c'est lui le patron et que c'est lui qui décide. Quand le tweet que vous avez cité sur le Liban, les tirs doivent cesser tout de suite et immédiatement, et c'est comme ça et pas autrement. Quand vous êtes Premier ministre de l'État hébreu, ça doit pas être agréable. Et n'oublions pas non plus. Il faut avoir le cuir un peu dur quand on traite avec Donald Trump. Oui, enfin, Benjamin Netanyahou a le cuir dur, franchement. Il a blessé un certain nombre de dirigeants. Mais en revanche, ce qui est important, c'est ce que fait Donald Trump sur le Liban. Parce que c'est la première rencontre au niveau des chefs d'État, déjà au niveau des ambassadeurs israéliens et libanais. Moi, je me souviens, dans toute ma carrière diplomatique, ils ne pouvaient même pas coexister dans la même salle. Et les Libanais quittaient la salle quand il y avait un Israélien. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Et je ne sais pas quelle sera la nature de l'accord sur l'Iran, mais s'il obtient cela déjà, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ça a une nature historique. Romuald Sura. Non, juste un mot n'oublions pas non plus l'impopularité d'Israël auprès de l'opinion américaine. Et Donald Trump va toujours dans le sens du vent, surtout quand c'est le sens de son électorat. Et les MAGA, aujourd'hui, ont Israël dans le collimateur. C'est pour eux, Netanyahou est pour eux celui qui a poussé à cette guerre qu'ils n'apprécient pas, qu'ils détestent et qu'ils ne comprennent pas. Alors, cela joue beaucoup. À propos du tandem américano-israélien, nous ne résistons pas au plaisir de vous montrer cette vidéo, quelques secondes de cette vidéo évidemment iranienne et de l'IA, c'est de l'intelligence artificielle, bien évidemment, qui commente à sa façon ce tandem. Regardons, écoutons. Everything depends on your decision. We have prepared all conditions according to your request. Proceed with the operation. Initiate the strike. You are dismissed. Derrière le masque, c'est tout le temps Israël. Bon, c'est de la propagande iranienne, bien évidemment. C'est sorti aujourd'hui, Sophia Mara. Ils vont très vite, Oui, c'est sorti aujourd'hui. Il y en a pléthore. Évidemment que c'est de la propagande, de la communication de guerre. Les Iraniens savent faire et ils se régalent, tout comme les Américains. Et parfois, même si, évidemment, sans avoir aucune sympathie pour ce régime, celle des Iraniens semble encore plus fine que celle des Américains. Alors, on en a vu Benjamin Netanyahou et Trump en plein océan, dans une tempête, l'un qui s'accroche à l'autre et ils finissent par couler tous les deux. Tandis que le Nord-Coréen Poutine et le président chinois boivent des cocktails sûrement sans alcool, puisque c'est de la propagande iranienne au soleil tout tranquille. Effectivement, cela dit, cela renvoie à des faits qui sont bien réels, puisqu'ils ont été relatés de manière admirable par le New York Times, qui raconte cette fameuse rencontre du 11 février, durant laquelle Benjamin Netanyahou a réussi à convaincre Trump. À quel point était-il déjà dans cette volonté-là, nous ne le savons pas, mais en tout cas, effectivement, le Premier ministre israélien a poussé le président américain à entrer dans cette guerre en lui garantissant que les résultats seraient rapides et suffisamment intéressants pour entrer en guerre. Benjamin Netanyahou est effectivement quelque peu gêné par cette façon de tweeter et d'affirmer les choses de Donald Trump, mais il y a également le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, qui aujourd'hui même essaye de donner des précisions, et les voici sur le terrain, ce qui est nécessaire que Tzahal continue à faire sur le terrain au sud Liban. L'armée israélienne contrôle et continuera de contrôler tous les lieux qu'elle a nettoyés et conquis. La manœuvre terrestre au Liban et les attaques contre le Hezbollah sur l'ensemble du territoire libanais ont permis d'obtenir de nombreux résultats, mais elles ne sont pas encore achevées. Stéphane Goldin, vous êtes encore avec nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire, ces zones sont vides de leurs résidents, bien évidemment. Elles ont été débarrassées, si je comprends bien, des militants et des armes, nettoyées et conquis. C'est ça que cela veut dire. Mais finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que Israël va rester, et même potentiellement, si le cessez-le-feu est violé, quoi ?
continuer à faire son opération militaire et même aller plus vers le nord, puisque vous nous dites que c'est maintenant que sont les caches, c'est là que sont les caches du Hezbollah. D'abord, non, ce ne sont pas des terrains conquis parce qu'Israël n'a pas vocation à y rester. Mais c'est vrai que à long terme, et pour le moment, c'est vrai qu'Israël va rester dans cette bande de sécurité qui fait 7 kilomètres à peu près, je dirais, au nord de la frontière israélienne. Israël n'a pas non plus vocation à vouloir aller au-delà donc plus de Beyrouth. Et actuellement, Israël je dirais, joue le jeu du cessez-le-feu et n'a aucune velléité de vouloir frapper au-delà de certaines zones. Troisièmement, pour le moment, évidemment, si Israël devait être attaqué, la donne serait différente. Concrètement, on a un homme qui s'appelle Donald Trump. Et nous avons des acteurs. Et Donald Trump, dans cette affaire, dans le fond, est une sorte d'arbitre. C'est comme un match de foot et c'est cet arbitre qui signe le début du match. C'est cet arbitre qui signe aussi la mi-temps et c'est cet arbitre qui sifflera, à un moment donné, la fin du match. Parce que dans le fond, on est derrière aussi des enjeux qui sont bien plus vastes que cela entre la Chine, entre les États-Unis et dans le fond, dans cette affaire, on n'est pas des pions. Mais on sent quand même qu'il y a d'autres enjeux qui sont beaucoup plus vastes que simplement celui d'Israël et du Liban, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une véritable opportunité pour le Liban et pour Israël. Et concrètement, l'histoire du Liban est loin d'être arrêtée, est loin de s'arrêter là. Je pense qu'on va avoir une nouvelle histoire du Liban. Et je souhaite franchement qu'on ait une nouvelle histoire du Liban avec Israël. Merci Stéphane Goldin, merci d'avoir été avec nous en direct d'Israël. Mais l'information ce soir, c'est ce détroit d'Ormuz. Et on va essayer de comprendre, de clarifier s'il est ouvert ou fermé. Vous voyez, ça, ce sont les images de marine trafic que nous vous montrons sur LCI depuis un certain nombre de jours. Alors d'un côté, nous avons ce tweet iranien qui a mis le feu aux poudres, si je puis dire, cet après-midi, en tout cas qui a été le début de la salve de tweets de Donald Trump. Le ministre des Affaires étrangères iranien disait ceci: le passage de tous les navires commerciaux est déclaré complètement ouvert pour la durée restante du cessez-le-feu. Alors, il s'agit sans doute, il fait sans doute mention du cessez-le-feu entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui doit se terminer mardi. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce soir, tout d'un coup, le détroit d'Ormuz est ouvert à tous les navires et que tout le monde passe. Bien sûr que non. Donc la circulation aujourd'hui concrètement, Xavier Titelman, elle est la suivante, c'est-à-dire que les navires militaires ne peuvent pas circuler dans le détroit d'Ormuz, ça c'est toujours la même chose. Seuls les navires non militaires circulent sur des routes qui sont censées être désignées, je crois qu'on avait une carte aussi qui le montrait, par justement les gardiens de la révolution, par les autorités iraniennes. Alors les Iraniens, ils annoncent plus ou moins ce qu'ils veulent. Dans les faits, chacun annonce ce qu'il veut, à vrai dire. Mais il y a 2 navires américains qui ont réellement traversé le détroit il y a quelques jours de ça, il y a une bonne semaine. Donc ça veut dire qu'en réalité, à partir du moment où un navire a les moyens de se défendre, eh bien il peut se permettre de traverser. C'est-à-dire quand il a le courage militaire de passer militairement, c'est ça? Parce que les Américains ont des systèmes d'interception des missiles. On sait que les missiles chinois tirés par l'Iran ont dysfonctionné dans une très grande proportion. On sait qu'il y a le porte-avions. Ah bon? Ils ont dysfonctionné? Oui, il y a eu beaucoup d'échecs de tir. Ils sont tombés dans l'eau avant même d'avoir été abattus par les Américains. Chinois. Oui. Missiles chinois. Chinois fournit pas mal. Donc il y a des dysfonctionnements techniques. Grosse pub négative pour les missiles chinois. D'ailleurs, ça pose pas mal de problèmes dans la région. Il y a le porte-avions américain. Trump s'en était vanté, mais les Iraniens avaient dit qu'ils avaient tiré une centaine de vecteurs sur le porte-avions. Trump, il avait dit qu'ils avaient tout intercepté. Je pense que le chiffre était faux, mais accessoirement, les 2 camps en rajoutent, l'un pour dire qu'ils ont beaucoup de moyens, l'autre pour dire qu'ils sont très bons pour les intercepter. Et donc, en l'occurrence, les militaires américains, quand ils veulent et quand ils peuvent prendre le risque, ils le font, et ça se passe bien pour eux. La question, c'est pour tous ces bateaux civils. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, si effectivement le détroit n'a pas été miné, contrairement à ce que les Iraniens avaient dit, allez-y, tout le monde peut y aller. Oui, mais enfin, personne n'y va, Xavier. Mais oui, mais parce que justement, il n'y a pas la protection qui est garantie par les... Et surtout, il n'y a pas les assurances, c'est ça? Oui. Les assurances restent encore très chères. Alors, nous avons noté quand même cet après-midi qu'un paquebot de croisière
de croisière, un paquebot de croisière, a essayé de passer dans le détroit dans la direction vers Oman, vers Mascate. Rassurez-vous, il n'y avait pas de croisiéristes à bord, il n'y avait pas de passagers. Ce bateau de croisière était vide, mais il a été bloqué dans le détroit d'Ormuz. Il s'agissait du Celestial Discovery et il n'a pas emprunté, Michel Goyal, les itinéraires justement prévus près des côtes iraniennes. Oui, comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est matériel. Alors quoi, c'est une question. Pourquoi il a décidé de passer celui-là ? Parce qu'ils ont peut-être considéré que effectivement le risque était en réalité assez faible, qu'on pouvait tenter le coup. Bon, voilà. Mais est-ce que son assureur l'a autorisé ? Oui, non, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Voilà. Concrètement, on dit ok, on y va. Maintenant, ça suffit. On perd plus d'argent peut-être en restant sur place que en tentant le coup. Donc en avant. Mais non, mais les Iraniens, en fait, ce qu'ils proposent, c'est de faire la même chose. C'est-à-dire continuer à passer par l'île de l'Arak et puis vous continuez à être contrôlé par nous et à payer la taxe. Mais simplement, bon, voilà, qui que vous soyez, désormais, vous pouvez passer, quoi, et payer. Mais globalement, ça change pas grand-chose à la situation, de fait. Alors maintenant, et puis je rappelle qu'il y a toujours cette idée que toute la région sud, là, au nord d'Oman, est minée. C'est quand même l'argument iranien. Donc, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ben oui, on pourrait, effectivement, nous, Français, on a des chasseurs de mines, on est très bons d'ailleurs dans ce domaine. On pourrait, mais bon, on aurait pu être, voilà. Oui, on aurait pu être, enfin, voyez les temps, voyez comment vous conjuguez vos verbes. Bah oui. Bon, donc c'est pas au présent. Non, c'est pas au présent. Mais c'est pas au présent. Faut-il que ça veut dire que c'est quand même possible? C'est possible. Alors justement, tweet de Trump tout à l'heure, aujourd'hui à 16h20. L'Iran, avec l'aide des États-Unis, a retiré ou est en train de retirer toutes les mines marines. Merci. C'est la 3e fois que le président Trump dit merci ce soir. Sylvie Berman. Oui, là, il peut. Mais non, mais attendez. Moi, je me rappelle que la semaine dernière, sur ce même plateau, tout le monde était en train de dire, attendez, on ne sait pas si c'est miné. Donald Trump dit que c'est miné. Il est en train de le prétendre. On ne savait pas ce qu'il en était. Maintenant, il dit, de toute façon, tout est en train d'être déminé. Alors, il dit, mais et ça se voit, ces choses-là. Hein. Ça se voit sur la carte. Vous avez montré tout à l'heure, vous voyez les bâtiments, les chasseurs de mines iraniens qui viendraient déminer, qui viendraient récupérer. Et on ne les voit pas. Et il est peu probable que dans le contexte actuel qui reste d'hostilité entre l'Iran et les États-Unis, même s'il y a des négociations, ils mènent une opération conjointe de déminage. Donc c'est quelque chose qu'il invente très probablement. Oui. Comme les mines d'ailleurs. Qu'il invente. Alors son dernier à 16h40. Moi, pendant que je suis à l'antenne, là, vous voyez, mesdames et messieurs, je ne regarde plus les tweets de Donald Trump. Parce que, non, c'est pas vrai. Bien sûr, nous les regardons. J'ai quelqu'un qui le regarde en régie pour moi. Spécifiquement Aurélie Delmour, ma rédactrice en chef. Mais à 16h40, Donald Trump a dit ceci. L'Iran a accepté de ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz. Il ne servira plus d'armes contre le monde. Le président Donald Trump. Alors là, Romuald Sura, il va un peu trop loin, là, quand même, quand il dit cela, Donald Trump. Non, il ne va pas trop loin. Il s'adresse une fois encore à son électorat et au peuple américain. Écoutez, voyons les choses telles qu'elles sont. Les Américains ne sont pas totalement stupides. Cette guerre est plus impopulaire que toutes les guerres précédentes. On sait très bien que les États-Unis n'ont peut-être pas perdu cette guerre, mais en tout cas, ils ne l'ont pas gagnée. Il faut bien que le président américain vende quelque chose à la nation. Sinon, là, c'est vraiment toute sa base électorale qui va partir. Non, mais alors, si vous me dites, il va pas trop loin parce qu'il s'adresse à sa base. Très bien. Il va pas trop loin dans le mensonge, dans la communication. Évidemment, on est dans une opération. Parce qu'il prétend tout de même que les Iraniens ne fermeront plus jamais Hormuz. Il prétend qu'il y a des mines. On sait très bien qu'il n'y a pas de mines. Il prétend que maintenant, main dans la main, joyeusement, c'est les bisounours, tout le monde va déminer le détroit d'Ormuz. Et il y a 2 jours, il nous disait la grande victoire des États-Unis, le détroit d'Ormuz est ouvert, mes amis, grande victoire. Alors que le détroit fonctionnait très très bien et était ouvert avant que Trump nous entraîne dans cette guerre. Donc bref, il ne fait que vendre sa marchandise avariée, si je puis dire, au peuple américain. Et ça fonctionne auprès de sa base. Dans quelques jours, il y aura un accord qui ne sera évidemment pas et probablement pas aussi bon que l'accord de 2015 sur le nucléaire, mais néanmoins, il aura préparé son électorat et la base MAGA croira qu'il s'agit plus ou moins d'une victoire américaine. C'est de la com. Nous avons diffusé tout à l'heure une vidéo de propagande de la télévision iranienne. Maintenant, j'essaye d'être objective, vous voyez, en tout cas d'être équilibré. Partageons avec vous cette vidéo de communication de la Maison-Blanche à propos de Donald Trump. Je vous laisse juge.
La Maison-Blanche, vous aurez reconnu bien évidemment, let him cook, c'était le commentaire de la Maison-Blanche, laissons-le travailler, sur une musique de Dire Straits quand même. Michel Goya, quelle était la chanson le morceau. Oui, le morceau. C'est Sultans of Swing. Sultans of Swing, qui avait été un grand hit à l'époque. Mais je dois dire que comme le Straits, c'est le mot Détroit en anglais, donc évidemment, là, il y a pas mal de jeux de mots par rapport au Détroit. Donc, Donald Trump... Peut-être avec Sultan, mais je sais pas. Ah, peut-être. Qu'est-ce que vous pensez que ça serait? Non, rien. Non. Bon, en tout cas, il y a des dissensions tout de même en Iran sur ce qui s'est passé depuis le début de l'après-midi, c'est-à-dire même sur, Sophia Amara, l'expression du ministre iranien des Affaires étrangères. Le fait qu'il ait le premier parlé de cette réouverture du détroit d'Ormuz, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde en Iran. Parce que le guide suprême, présumé, puisqu'on n'a toujours ni vu ni entendu, hier encore, disait que le détroit d'Ormuz n'était pas en train de réouvrir. Non seulement ça, en effet, Anne, mais son conseiller Reda est même allé jusqu'à dire et à affirmer que si ça ne tenait qu'à lui, il ne fallait pas respecter le cessez-le-feu et qu'il regrettait qu'il y ait un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Alors, est-ce qu'ils sont en train de jouer au good cop, bad cop, ou est-ce qu'on peut y voir réellement, comme de nombreux experts de l'Iran et même des gens de l'intérieur disent, qu'il y a des dissensions au sein même des pasdaran qui sont devenus de plus importants au cœur de ce régime qui a été décapité par Washington, mais qui a laissé quand même au pouvoir les durs des durs. Alors là, c'est la grande inconnue. Oui. Alors effectivement, il y a beaucoup de débats là-dessus. D'abord, la monarchie a plus ou moins disparu parce que effectivement, le guide suprême est en tout cas hors d'état d'usage et ça a été un coup d'état d'ailleurs qui a été critiqué par les religieux quand il a été nommé. Donc c'est les Pasdaran qui aujourd'hui sont au pouvoir et dans les Pasdaran, il y en a qui sont certainement plus réalistes, durs, mais plus corrompus, pas du tout idéologues et qui seraient sans doute prêts à faire un accord, et d'autres qui contestent effectivement cela en disant à Arakchi, le guide était à peine mort que déjà vous avez commencé à négocier avec ceux qui l'ont tué. Effectivement. Le détroit d'Ormuz, donc, c'est pas encore très clair s'il est réouvert ou pas. En tout cas, il y a une autre question essentielle pour la poursuite ou la fin de cette guerre, c'est la question du nucléaire. Et selon Donald Trump, donc, il n'y a pas que sur Ormuz que des progrès ont été faits aujourd'hui, ou dans son esprit, mais il y a également la question du nucléaire. Selon Donald Trump, les Iraniens ont accepté de remettre aux États-Unis l'uranium enrichi qui se trouve encore dans les fameuses installations souterraines de Fordo et de Natanz, qui avaient été endommagées bien évidemment en juin dernier par les frappes de B-2 Spirit israélo-américaines et plutôt américaines sur l'Iran. Bien sûr, l'Iran a démenti ce soir, mais voici ce que Donald Trump a dit en début d'après-midi. Les États-Unis récupéreront toute la poussière nucléaire, puisqu'il appelle ça la poussière, les restes c'est un aveu, évidemment. Donald Trump est obligé de reconnaître que ce matériau nucléaire n'a pas disparu. Donc il appelle ça de la poussière. Cette poussière nucléaire générée par nos formidables bombardiers, aucune somme d'argent ne sera échangée sous quelque forme que ce soit. Alors là, on arrive à un sujet, Lucas Manget, particulièrement compliqué et touchy, j'allais dire. Oui, mais c'est le sujet le plus important. Le sujet le plus important. C'est le cœur du... Je vais faire un mauvais jeu de mots. Le cœur du réacteur. Pardon, non, c'est un très mauvais jeu de mots, mais c'est le cœur du sujet et c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans cette histoire, puisque les Iraniens ont laissé entendre aujourd'hui qu'une somme d'argent pouvait être évoquée. En fait, quand ils parlent de ça, c'est que l'Iran le régime iranien au pouvoir, les militaires qui sont au pouvoir, a désespérément besoin d'argent. Le pays est ruiné par les 55 semaines de guerre. Et il y a quand même 100 milliards d'avoirs iraniens qui sont gelés dans les banques américaines. Oui. Donc s'ils pouvaient récupérer ces 100 milliards en échange d'un peu d'uranium, peut-être qu'il y a une piste de négociation. Je n'en sais rien.
Place au direct. Donald Trump, justement, est en train de sortir de son avion. Vous savez, Air Force One, dont je vous disais tout à l'heure, et nous l'avions vu sur LCI en direct, qu'il était parti de Las Vegas, justement, vers l'Arizona. Là, il descend et il arrive donc à Phoenix. Pourquoi faire ? À Phoenix, il va participer à un événement politique majeur, qui est le fameux Turning Point USA. C'est dont le fondateur, et je vous rappelle Charlie Kirk qui avait été assassiné il y a un an, et Trump va s'afficher à ce meeting dans une méga church, donc une église un complexe de plus de 5000 places. Et là, il va parler aux journalistes. Ça devrait bien se passer. Nous avons eu des débats très riches. Les sujets vont vous intéresser. Nous avons fait du très bon travail. Les négociations sont en cours. Elles continueront ce week-end. De très bonnes choses en cours. Et avec le Liban. Question sur les différences entre les déclarations. On va régler tout ça, mais je ne pense pas qu'il y a de grosses différences. Question sur la fin du blocus. Lorsqu'il y aura un accord, le blocus sera terminé. Question sur la Maison-Blanche. C'était un... Comme vous avez pu le voir, Donald Trump était particulièrement sobre dans ses réponses, particulièrement laconique. Il a commencé par évidemment dire que de très bonnes choses étaient en cours et que bien sûr les États-Unis travaillaient bien et que tout cela était le résultat d'un formidable travail, Romuald Siora, qu'il a été très vite sur il a été un ton un peu boudeur. J'ai l'impression qu'on va voir s'il parle à nouveau tout à l'heure de ces questions-là quand il sera en meeting électoral. À mon avis, ça sera pas le même ton. Mais là, il disait tout simplement que non, il n'y avait pas du tout de grosses différences entre la position américaine et la position iranienne, et que sur la fin du blocus, eh bien le blocus sur lequel, le blocus des États d'Ormuz, à propos duquel tout le monde se pose des questions, eh bien il sera terminé quand il y aura un accord. Merci. Il n'y a jamais eu vraiment de problème. D'ailleurs, ils sont en train de déminer main dans la main. Donc tout ça n'était qu'une petite balade. Bon, ça, il l'a pas dit, mais bon, excursion. Bien évidemment. Mais il minimise. Il est aussi peut-être un petit peu fatigué. Trump, en tout cas, va essayer de récupérer, de se sauver des 2 bévues qu'il a faites cette semaine concernant la religion, ses attaques contre le pape et cette image qui a été jugée blasphématoire par son opinion publique et essentiellement par les évangéliques. Il a heurté les catholiques. Qui est un électorat. L'image qu'il a retirée. Non, d'abord les attaques contre le pape. Il a donc heurté les catholiques, et ça c'est un problème quand même, parce que l'électorat catholique, au contraire des évangéliques, bouge beaucoup. Un coup il vote démocrate, un coup il vote républicain. Donc ça c'est mauvais pour lui. Et les évangéliques ont été heurtés évidemment par le blasphème de cette image où on le voit vêtu comme Jésus en guérisseur. Bref, donc aujourd'hui également l'objectif de ce meeting qui est quand même à résonance religieuse est d'essayer. Alors il a déjà essayé en se faisant livrer du McDo, qui est une bonne communication à la Maison-Blanche, de récupérer un petit peu son électorat, mais là de flatter sa base religieuse. Donc oui, il faut s'attendre à ce qu'il revienne évidemment sur la guerre, mais dans un ton, je dirais, un petit peu plus prophétique, celui qui aura amené la paix sur la terre sainte, celui qui aura résolu un problème qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait pu résoudre. Donc là, il sera un petit peu plus enthousiaste, je pense. Alors là, sa descente d'avion à Phoenix, je rappelle, où Donald Trump va participer à un meeting préélectoral concernant les midterms du mois de novembre, que nous suivrons bien évidemment tout à l'heure sur LCI s'il le faut, eh bien, il n'a pas parlé du nucléaire, Donald Trump, là, tout de suite, mais cet après-midi, il en a été beaucoup question, puisqu'il dit, Donald Trump, que l'Iran va suspendre son programme nucléaire, tout bonnement, tout simplement, dixit Donald Trump, et ne recevra aucun argent pour cela. C'est alors que ça n'est pas du tout ce que dit un média américain bien informé, Axios, en disant que les États-Unis seraient en train d'être d'accord pour débloquer 20 milliards de dollars de fonds iraniens qui ont été gelés en échange justement de l'abandon total par Téhéran de son stock d'uranium enrichi. Est-ce que c'est plausible, Sophia Marin ? Oui, c'est ce que, évidemment, nous avons lu, mais il y a 2 points importants quand même pour les États-Unis, à moins que le président Donald Trump fasse semblant de ne pas les voir ou compte sur le peu de suivi de la part de sa base électorale pour réaliser qu'il les a, entre guillemets,
enfumé. C'est-à-dire qu'il y a d'abord ce qu'il appelle cette poussière nucléaire, ou ces 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, mais il y a aussi un engagement de l'Iran à ne plus jamais enrichir au-delà d'un certain seuil, ou en tout cas un moratoire. Alors les Iraniens auraient proposé 5 ans, les Américains 20, et il faut peut-être espérer qu'ils coupent un peu la poire en deux, pour ainsi dire, et qu'ils tombent d'accord que pour 10 ans, eh bien, l'Iran, en laissant évidemment entrer des inspecteurs de la IEA pour vérifier l'application de cet accord, la bonne marche de cet accord, ça reste là aussi une grande question. Mathieu Karman, vous êtes en direct avec nous de Washington. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec Julie Janus. Donald Trump, donc, vous l'avez vu comme nous, vous l'avez analysé comme nous, n'a cessé depuis le début de la journée pour vous de poster des tweets à propos d'Ormuz, à propos du nucléaire, et également dans l'après-midi, il n'a cessé de passer des coups de fil à des agences, à des journalistes, ou plutôt ce sont les journalistes qui lui ont téléphoné. Il a répondu, donc on a l'impression qu'il est quand même extrêmement impatient, Donald Trump, d'arriver à quelque chose. Si on l'écoutait, effectivement, ça serait ce week-end. C'est ce qu'il est en train de dire. Absolument, Anne, parce que Donald Trump a posté une dizaine de messages en moins d'une heure sur son réseau social Truth à la mi-journée ici à Washington, et il a ensuite reçu, vous l'avez dit, de nombreux coups de téléphone de la part de journalistes américains. Et ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que Donald Trump explique notamment à CBS que l'Iran a tout accepté sur la question du nucléaire. Ils ont accepté de céder la totalité de leur uranium enrichi, quelques 440 kilos qui sont enfouis à plusieurs centaines de mètres sous terre. Et ce qu'il faut retenir, Anne, c'est cette phrase assez incroyable de la part de Donald Trump à la question « Qui va aller chercher cet uranium enrichi en Iran ?» Donald Trump répond « Ce sont nos hommes, mais ce ne sont pas les troupes américaines. » Alors, de qui parle-t-il ? C'est toute la question des prochaines heures et des prochains jours. On descendra les chercher avec eux et ensuite on prendra le contrôle de cet uranium, dit Donald Trump. On se concertera car d'ici là, il y aura un accord et il n'y aura plus besoin de se battre. Donald Trump explique que cet uranium enrichi sera ensuite rapatrié ici aux États-Unis. Reste à savoir d'ici combien de temps il y aura un accord entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump parle d'ici 1 ou 2 jours. Reste à savoir si tout cela se confirmera dans les prochaines heures. Cet accord pourrait être signé à Islamabad au Pakistan. C'était là où avait eu lieu le premier round de négociations. En tout cas, on écoutera avec attention Donald Trump. Il s'exprimera dans les toutes prochaines minutes du côté de l'Arizona où il est arrivé il y a quelques instants. Et puis, il sera de retour ici à la Maison-Blanche dans la soirée. Il a expliqué qu'il poursuivrait les négociations directes avec l'Iran tout le week-end. Un point important à vous donner, Anne, sur l'agenda de Donald Trump. Il n'est pas prévu à l'heure actuelle qu'il se rende à Mar-a-Lago en Floride et c'est assez rare pour le souligner puisqu'habituellement il passe tous ses week-ends dans sa résidence de Floride, mais il sera bel et bien ici à la Maison-Blanche à Washington. Parce qu'il est très occupé. Merci. Et on voit bien où vont ses préoccupations. Merci infiniment Mathieu Karman d'avoir été avec nous en direct de Washington avec Julie Janus. Benoît Grémard, vous nous avez rejoint. Bonsoir Benoît Grémard, vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études de stratégie et de défense, spécialiste du nucléaire militaire. Avant de venir à vous, je voulais vous poser cette question, Michel Goya. Effectivement, Donald Trump a eu cette réponse assez hallucinante, comme vient de l'expliquer Mathieu Karman, à savoir comment récupérer cet uranium enrichi, et ça poserait pas un problème, ça serait une opération conjointe. Maintenant, dans la tête de Donald Trump, que les Iraniens et les Américains ne sont plus des belligérants, donc ensemble peut-être, ils iraient chercher, creuser pour aller chercher cette fameuse poussière nucléaire, comme l'appelle Donald Trump. Oui. Alors attendez, je le cite. Je le cite. Nous allons nous organiser, Donald Trump dit. Oui. Nous allons y aller avec l'Iran à un rythme tranquille. Et commencer à creuser avec de grosses machines. Nous rapporterons le tout aux États-Unis. Mais Oui, non, mais comment dire, il y a toujours des aspects un peu surréalistes dans les propos de Donald Trump. Oui, alors je ne sais pas s'il est su lui-même, sait très bien concrètement comment ça se passerait. Peut-être espère-t-il que ce sont les Iraniens eux-mêmes qui peut-être surveillaient, qui récupèrent tout ça, parce que il faut quand même rappeler à la base qu'ils considèrent que tout ça est enterré grâce à ces bombardements, que tout est enterré, tout est déjà neutralisé, mais que il faut le récupérer. Donc
Donc peut-être espère-t-il que ce soit les Iraniens qui aillent mettre la main dans la radioactivité pour aller récupérer cet uranium enrichi et qu'ils le livrent ensuite à on ne sait pas trop qui, mais a priori peut-être des troupes américaines qui pour le coup viendraient les chercher sur place et pour aller les amener aux États-Unis. Donc ça semble se dessiner comme ça, mais en réalité c'est dans la tête de Donald Trump, c'est-à-dire ce sont les souhaits de Donald Trump. Il souhaite que ça se passe comme ça. Dans la réalité, ça se passera évidemment très différemment. À l'instant, nous venons d'apprendre la réaction du ministre des Affaires étrangères iranien. On l'écoute, qui évoque justement cette question cruciale, celle dont nous parlons à l'instant, cette question du transfert de l'uranium. L'uranium enrichi de l'Iran ne sera transféré nulle part. Tout aussi important et sacré que le sol iranien l'est pour nous, cette question l'est également pour nous. Le transfert de l'uranium enrichi de l'Iran vers les États-Unis n'a jamais été évoqué dans les négociations. Ces questions soulevées font partie d'une campagne médiatique lancée pour influencer les négociateurs et la table des négociations. Alors d'abord, pardon, ça n'était pas le ministre des Affaires étrangères iranien, Monsieur Araghchi, c'était son porte-parole. Benoît Grémard, comment comprendre là, si les Iraniens réagissent immédiatement, parce que là on est dans du direct. Il y a très peu de temps qu'il a exprimé ceci, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, c'est qu'ils sont passablement excédés par justement, j'imagine, les tweets de Donald Trump qui prétendent que l'uranium sera extrait d'Iran et apporté aux États-Unis. Oui, c'est un démenti direct et formel de la part de l'Iran de manière assez rapide, dans le sens où on voit bien qu'en fait que le nucléaire iranien, donc l'uranium enrichi, c'est un enjeu de guerre. C'est dans cette guerre notamment que les Américains veulent faire de déprolifération. Là, vous êtes finalement dans un outil de souveraineté que les Iraniens ne lâcheront jamais. Et donc Donald Trump peut en fait souhaiter tout ce qu'il veut. J'imagine qu'il pourrait aussi souhaiter la même chose auprès de la Corée du Nord. Enfin, tout le monde va lui rironner au niveau de cet enjeu. Les Iraniens ne lâcheront jamais en fait les kilos d'uranium au niveau des États-Unis, même pour 20 milliards ou même pour n'importe quelle somme que vous souhaiterez. Mais alors, Romuald Sura, vous êtes spécialiste des États-Unis. Comment comprendre parce que moi, je fais partie de ceux qui ne pensent pas que Donald Trump soit fou. Donc, j'aimerais comprendre et que vous nous aidiez à comprendre pourquoi il ose poster tous ces tweets de toute cet après-midi. C'est pour donc augmenter la pression. C'est encore un moyen de pression supplémentaire, une façon de négocier de Donald Trump pour obtenir quelque chose de la part des Iraniens. Qu'est-ce que c'est ? Trump n'est pas fou, vous avez tout à fait raison, et Trump n'est pas un idiot. Sinon, il n'en serait pas où il en est. N'oublions pas qu'il s'est fait tout seul au niveau de la politique. Oui. Non, il y a deux raisons. La première, j'y reviens, c'est un peu obsessionnel aussi. Ah non, mais vous faites bien, soyez clair, c'est très bien. Mais son électorat... les États-Unis n'ont pas gagné cette guerre. Trump s'est lancé tout seul dans une guerre qui ressemble un peu à une défaite. C'est-à-dire qu'il a peur que son électorat se rende compte qu'elle n'est pas gagnée. Mais surtout que pour la première fois depuis 10 ans, son électorat commence à se détourner de lui. Jamais jusqu'à présent, la base MAGA, celle qu'il a suivie le 6 janvier 2021. Celle qu'il va voir là maintenant, à Phoenix. Voilà, exactement, celle qu'il a suivie sur l'assaut contre le Congrès et dont il pourrait avoir besoin dans des circonstances similaires, s'est fragilisé, s'est détourné, s'est senti trahi une fois encore par ce président qui lui avait promis de ne jamais entraîner le pays dans l'une de ces guerres, style Irak et Afghanistan. Donc oui, c'est à cet électorat qu'il parle. Il sait très bien qu'il y aura un deal probablement dans quelques jours. Il sait très bien que ce deal ne sera évidemment pas... ce qu'il est en train de nous dire cet après-midi. Évidemment, il sera bien moins meilleur que celui qu'il a lui-même jeté à la poubelle, le deal sur le nucléaire iranien de 2015. Et il faut donc qu'il réussisse à convaincre cet électorat qu'il y a quelque chose. Et donc, en répétant ad vitam aeternam qu'il est victorieux, qu'il obtiendra, qu'il aura l'uranium, qu'il reviendra aux États-Unis, etc. Ça marche. C'est quand même un électorat qu'il a convaincu qu'il avait bâti un mur 5 ans auparavant, alors qu'il n'a jamais bâti son mur. Et ces gens-là ont revoté pour lui. Il faut quand même se mettre ça dans la tête. Et deuxième chose, ce qui a été très bien dit, évidemment, mettre la pression sur l'Iran en essayant d'obtenir quelque chose après avoir clamé ce qu'il voulait. D'où la réaction immédiate des Iraniens qui s'expriment à leur télévision par l'intermédiaire du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Juste un mot, c'est-à-dire que Donald Trump parle au MAGA, parle à son électorat, et ce sont les Iraniens qui sont obligés de répondre. Oui, c'est quand même un con, vous avez raison. Parce que ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Ça ne correspond pas aux négociations en cours. Il y a deux niveaux de discours qui sont décalés. Sophia. Moi j'entends tout à fait, merci, votre propos, Romuald, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment court-il le risque d'être démenti par les Iraniens sur la même plateforme qu'est
Twitter X pour ce qu'elle vaut, n'est-ce pas ? Puisque les Iraniens, quand ils répondent, souvent ils le remettent dans la boucle. Ça veut dire que toute sa base à laquelle il s'est adressé, en leur faisant miroiter ou en leur faisant croire qu'il va ramener tranquillement ce nucléaire enrichi à la maison, mais ils vont voir la réponse et le démenti des Iraniens. Malheureusement, ils ne lisent que lui. Ils ne lisent pas, ils le croient pas. Ce que j'ai déjà dit sur ce plateau, je vis dans le seul quartier MAGA de New York, et donc j'ai le Oui, pôle. vous êtes franco-américain, j'ai oublié de le dire. Donc vous vivez entre les États-unis et la France. Je vis aux États-Unis, je vis dans un quartier MAGA, purement MAGA, avec ma propriétaire qui avait affiché le portrait de Trump sur notre immeuble. Donc pour vous dire, je peux prendre le pouls, vraiment quelle chance, ça. Mais pour prendre le pouls, c'est parfait. Malheureusement, on parle vraiment de l'électorat MAGA de base. Je ne parle pas des républicains en général, évidemment. Peu importe ce que les Iraniens pourront dire, peu importe. Ils ne lisent que lui. Exactement. Regardez tous les mensonges quand même depuis 10 ans, les promesses qui n'ont jamais été tenues. Et non, ils lui font crédit, ils le croient, donc ils boivent ses paroles. La logique maximaliste en fait, nucléaire par rapport à Donald Trump, c'est effectivement pousser un maximum les curseurs dans la négociation pour peut-être, j'imagine, espérer revenir à peut-être un accord de type accord de Vienne de 2015 où on limite à ce moment-là seulement les centrifugeuses. Mais en fait, on laisse tout ce qui est finalement côté kilogramme d'uranium enrichi sur place. Tout ce qui a été déjà enrichi. Ça, c'est côté iranien. Ce serait le côté en fait peut-être des négociations sous-jacentes dans l'esprit de Donald Trump, de faire une poussée maximaliste dans la négociation pour revenir à un terrain relativement acceptable pour les deux parties et faire une sortie de crise. En tout cas, nous parlions des désirs de Donald Trump et nous essayons de comprendre sa façon de s'exprimer sur Truth Social et ce que cela veut dire. Mais surgit la réalité, et la réalité, c'est que CNN nous informe qu'une nouvelle série tout de même de réunions entre les négociateurs côté iranien et les négociateurs américains devrait se tenir ce lundi, à Islamabad, de nouveau, donc la capitale du Pakistan. Et ces mêmes responsables ont également indiqué s'attendre à l'arrivée de ces négociateurs, Sylvie Berman, dès dimanche. Ça veut dire que les négociations vont reprendre. Bien sûr, non, mais c'est pour ça que Donald Trump reste là. Ça, qu'il y ait des négociations, c'est une réalité. Il y a un cessez-le-feu, il faut bien l'utiliser à quelque chose. Le négociateur en chef, c'est Mounir, qui est l'homme le plus puissant du Pakistan. Et le maréchal préféré de Donald Trump. Préféré de Donald Trump, absolument. Qui a été le responsable des services de renseignement, qui a toujours été le partenaire stratégique des États-Unis. Donc il a à la fois de bonnes relations avec l'Iran et avec les États-Unis, et il tient à jouer ce rôle de médiateur qui était un petit peu inattendu, parce que sur les différents dossiers, on a vu beaucoup de médiateurs jusqu'à présent, jusqu'à la Turquie, d'ailleurs, Oman ou d'autres, et là, les Pakistanais, effectivement, essaient d'obtenir un accord. Alors moi, je m'interroge quand même sur la possibilité pour Donald Trump de revenir avec un accord qui serait moins bon que celui de 2015. Parce que si les MAGA croient tout ce qu'ils racontent, d'abord, ils devraient croire qu'il a gagné la guerre. Et d'autre part, naturellement, les Européens et tous les pays vont souligner le fait que c'est moins bon que l'accord. Donc je ne vois pas comment il peut accepter ça. Justement, posons la question à Romuald Sura. Donald Trump n'a sans doute pas vraiment d'attention pour ce qu'en penseront les Européens, mais en revanche, pour ce qu'en pense sa base MAGA, ça va le toucher. Si effectivement l'accord qu'il obtiendra peut-être cette semaine avec ces négociations qui vont reprendre au Pakistan, comme nous venons de l'apprendre, qui pourraient reprendre, si c'est pas aussi bon que était cet accord de 2015, ça va être difficile à expliquer. Ça va être difficile, mais c'est pourquoi dès aujourd'hui il est en meeting. Victoire. Il est en meeting et il va dire qu'il a gagné. Il écrit victoire. N'oublions pas qu'il y a 2 jours, il nous a dit le détroit d'Ormuz est réouvert, c'est une grande victoire pour les États-Unis. Et sa base MAGA a totalement oublié que le détroit d'Ormuz était parfaitement ouvert il y a encore 1 mois et demi avant que Trump nous embarque dans cette guerre. Donc cette base ira boire ses paroles jusqu'au bout. Par contre, effectivement, et c'est là où Sylvie Berman a raison, les républicains du centre, si je puis dire, qui pourraient être tentés de voter pour quelqu'un comme Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, qui est plus ou moins centriste, évidemment, se réaliseront le mensonge de Trump et seront évidemment conscients de l'échec des négociations en faveur des États-Unis. Alors, cela dit, Nikki Haley, qui a été très critique de Trump, a dit que le contre-blocus, c'était une idée de génie.
Oui. Elle l'a quand même soutenu là-dessus. Oui, elle l'a soutenu là-dessus. Mais ceci dit, le contre-blocus était sans doute une bonne idée. Est-ce que c'est le contre-blocus, Michel Goya, qui a eu pour résultat le fait qu'aujourd'hui, il y a comme un déblocage du détroit d'Ormuz, en tout cas à en croire les expressions du ministre des Affaires étrangères iranien et les réactions de Donald Trump. Écoutez, alors d'abord je dois faire un rectificatif. Ce n'était pas Sultans of Swing, c'était Money for Nothing. Oh là voilà. Money for Nothing, mais vous avez raison. Ça me travaille depuis tout à l'heure. C'est la musique que j'écoutais quand j'étais beaucoup plus jeune, et je me disais bien que c'était pas tout à fait ça. Je sais pas ce qui m'a pris. Et on peut finir le refrain, c'est Money for Nothing. Je rappelle que c'était une vidéo de la Maison Blanche à propos de Donald Trump, une vidéo de communication de la Maison Blanche qui a été diffusée aujourd'hui même avec ce sous-titre « Laissez-le travailler ». Maintenant, alors pour répondre à votre question, d'abord oui, je pense que le contre-blocus américain était plutôt une bonne chose parmi toutes les initiatives, toute la stratégie américaine depuis le début de ce conflit. Mais ça a mis de la pression, ça a eu un effet. Bien sûr, ça a mis de la pression. Maintenant, attention à ce qu'on appelle le biais de proximité. C'est pas parce que vous avez le jour J, jour 1, vous avez ce contre-blocus, que le jour 2, vous avez les Iraniens qui disent bon, on ouvre notre blocus, qu'il y a forcément un lien entre les deux. Ça, voilà, c'est ce qu'on appelle un biais de proximité. C'est pas forcément le cas. Il y a, en réalité, c'est là, vous nous cassez toutes nos illusions. Mais non. Maintenant, je pense que c'est un ensemble de choses. En réalité, c'est que à l'intérieur du pouvoir, iranien, ça cogite quand même depuis un certain temps, avec cette idée qu'il fallait peut-être, faire un geste. En tout cas, et peut-être, allez, oui, vous avez raison, c'est peut-être un contre-coup au contre-blocus en disant, nous on l'ouvre, vous le fermez, nous on l'ouvre. C'est-à-dire, il y a une concurrence pour le fermer, ensuite il y a une concurrence pour l'ouvrir. Alors peut-être. Voilà, c'est et l'un et l'autre. Voilà. En tout cas, Benoît Grémard, aidez-nous à comprendre, parce que ces négociations sur le nucléaire sont cruciales. Et effectivement, elles se passent à Islamabad, et sans doute pas que à Islamabad, c'est-à-dire ils communiquent entre les deux. Et d'ailleurs, justement, il y a une question, c'est que Donald Trump, selon Lindsey Graham sur Fox News, qu'il a dit tout à l'heure, le sénateur républicain de Caroline du Sud, voici ce qu'il a dit, c'est un breaking news pour moi, Donald Trump parle directement avec les Iraniens, c'est lui qui négocie. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? C'est toujours possible quand on parle de nucléaire, dans le sens où là, vous êtes vraiment... Il prendrait son téléphone directement ? C'est tout à fait possible. Donald Trump aime bien communiquer, c'est un négociateur, mais quand on parle de nucléaire, on parle vraiment en fait au sommet de l'État des intérêts vitaux. Et effectivement, c'est souvent en fait le président, que soit Trump, que soit Poutine, que soit Macron, qui parle en fait du nucléaire parce qu'il engage finalement la nation entière. Mais oui, c'est tout à fait possible effectivement que Donald Trump utilise en fait son téléphone pour parler, dans le sens où si on voit cette guerre comme une guerre de déprolifération, c'est vraiment sortir par le haut de cette crise. Puisqu'on voit que le changement de régime n'a pas fonctionné, que le soulèvement de la population iranienne n'aura pas lieu, etc. Et donc c'est une des seules finalement cartes à jouer politiques au niveau de Donald Trump pour arrêter cette guerre relativement dans des termes qui pourraient finalement être acceptables pour lui. J'entends dans le sens où il va pas non plus dénucléariser en fait l'Iran comme il n'a pas su dénucléariser la péninsule coréenne. Ça là-dessus, il faut effectivement regarder aussi le résultat. Mais c'est une façon pour lui aussi justement de montrer en fait qu'il est dans le jeu et au centre en fait des manettes. Oui, mais alors justement sur ces négociations en cours sur le nucléaire, le moratoire est très important, la durée du moratoire. Il y a donc un document qui est en cours d'élaboration, comme dans toutes les négociations. Et à Islamabad la semaine dernière, les États-Unis ont exigé de l'Iran un moratoire de 20 ans. C'est-à-dire qu'il s'arrête pendant 20 ans. Ce à quoi les Iraniens ont répondu 5 ans. Donc entre 20 ans et 5 ans, il y a quand même une énorme différence. Comment trancher ? Comment trancher avec l'intérêt justement, avec les élections aussi politiques, dans le sens où le nucléaire c'est quelque chose sur du temps long. Les Iraniens ne sont pas encore au fait de développer un arsenal nucléaire opérationnel. C'est-à-dire vous avez en fait, c'est-à-dire qu'ils ont le temps long pour eux, comme ils l'ont fait depuis 20 à 25 ans. C'est-à-dire le programme nucléaire iranien, il était clandestin jusqu'en 2002, après justement après sa révélation. Mais vous avez en fait un temps de production d'uranium enrichi. Ensuite vous allez avoir la miniaturisation, la vectorisation, la détonation.
Et souvent, une puissance nucléaire fait un petit test en fait pour montrer à la face du monde qu'il est devenu, qu'il a accédé au rang nucléaire. En 5 ans, écoutez, vous avez le temps de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire d'enrichir progressivement de l'uranium, de rebâtir des centrifugeuses, de rebâtir en fait tout un complexe souterrain progressivement, avant justement de publiquement annoncer un enrichissement. Mais vous, Benoît Grémard, vous êtes spécialiste du nucléaire, vous ne voyez pas du tout les Iraniens abandonner cette prérogative. Ils l'ont jamais abandonné, c'est-à-dire même avec l'accord de Vienne de 2015, où l'idée c'était en fait de mettre au rebut 13 000 centrifugeuses. Les Iraniens les ont stockées, c'est-à-dire ils ne sont pas débarrassés, ils n'ont pas remis à l'AIEA, ils n'ont pas fait sortir de l'Iran. Et là, le stock, il serait prêt à le faire sortir ? Non, bien sûr que non. Non, puisque c'est un enjeu de puissance. Si vous voulez, quand Donald Trump propose 20 milliards de dollars, ça ne coûte rien, ça n'est rien par rapport à une sanctuarisation du territoire où vous empêcherez le grand Satan, les États-Unis, de bombarder une nouvelle fois en fait l'Iran au risque d'une menace nucléaire. Avant que Sophia Mara vous pose une question, je vous livre cette citation là aussi du porte-parole du ministère des Affaires étrangères là-dessus. L'uranium enrichi est aussi sacré pour nous que la terre iranienne et ne sera transféré nulle part en aucune circonstance. Oui, Sophia. Ça va dans le sens de ce que vous disiez. D'ailleurs, cela dure depuis le Shah, avant même la République islamique. Est-ce que vous pouvez confirmer ou pas, en tant qu'expert, que les Iraniens, même malgré la signature en 2015 du fameux accord sur le nucléaire, eh bien, ont continué en cachette et malgré les visites des experts de l'AIEA à produire, à avoir comment vous appelez ça, ces centrifugeuses. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu violation de l'accord de 2015 en cachette par les Iraniens, ce qui justifierait d'une certaine manière le fait qu'en 2018, Donald Trump ait jeté le fameux accord? Que disait l'accord de Vienne ? C'est-à-dire, l'accord de Vienne autorisait l'Iran à enrichir à 3,67%. On en est à 60%. Si vous voulez, les activités civiles, vous enrichissez de 3 à 5%. Au maximum, vous faites à 20%, mais pour des raisons médicales. Entre 20 et 60%, là, on est clairement dans une autre dynamique, c'est-à-dire, en fait, clairement du militaire, parce que il est toujours plus facile, en fait, d'enrichir. Vous savez, l'enrichissement, en fait, le temps diminue au fur et à mesure que vous arrivez de 100%. Donc, on va pas se leurrer, c'est même plus la question. Ils veulent une bombe nucléaire. Oui, mais ça c'est après le fait que Donald Trump ait rejeté cet accord. Moi, je parle de 2015 à 2018. Y a-t-il eu ou non tricherie de la part des Iraniens ? C'était le temps de la percée, c'est-à-dire l'idée c'était finalement l'accord de Vienne était là pour limiter le temps d'acquisition, mais finalement quand en 2015 vous avez 300 kilos d'uranium enrichi et qu'en 2025 vous en avez 450, effectivement on peut dire qu'il y a un peu de tricherie, d'autant que si vous empêchez l'AIEA... Pendant l'âge d'or entre les deux, mais si vous empêchez l'AIEA de faire des contrôles, de regarder... Forcément il y aura de la tricherie. Forcément il y a de la tricherie et vous avez forcément quelque chose à cacher parce que vous ne faites pas une œuvre de bonne foi au niveau notamment du droit international. Alors donc, il y avait l'AIEA et il y a également la Russie dont on n'entend plus beaucoup la voix, mais Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, ce matin, depuis Moscou, lorsqu'il présidait une réunion de la communauté des États indépendants, oui ça existe encore, a dit ceci à propos justement du rôle potentiel que pourrait jouer la Russie par rapport à l'uranium iranien. La Russie, comme elle l'avait fait lors de la conclusion de l'accord de 2015, est prête à jouer son rôle dans la résolution de la question de l'uranium enrichi. Toute solution acceptable pour l'Iran, sans, je le répète, porter atteinte à ce droit inaliénable, comme celui de tout autre État, d'enrichir de l'uranium à des fins pacifiques. Sylvie Berman, la Russie avait joué un rôle en 2015. Là, elle espère jouer encore un rôle. Elle a effectivement évoqué cette possibilité. Je crois qu'elle l'a fait également auprès de Donald Trump. Oui, la Russie s'est proposée pour recevoir cet uranium. Oui, parce que les États-Unis ont refusé. En 2015, l'accord, c'était effectivement que les Russes construisaient la centrale nucléaire civile de Bushehr et recevaient l'uranium en Russie qu'ils renvoyaient ensuite à Bushehr. Et d'ailleurs, ils étaient en train de construire une deuxième tranche et ont dû fuir. À cause des frappes. Il y a eu des frappes. Mais effectivement, s'il y a un pays qui peut jouer ce rôle-là, c'est effectivement la Russie.
aussi parce que c'est un pays qui est plus proche de l'Iran et ça pourrait être plus acceptable pour les Iraniens que, évidemment, le transférer aux États-Unis. C'est un peu une tradition, c'est pas une habitude. Je me rappelle en Bosnie en 1994, lorsqu'il y avait eu des grands massacres et qu'on était à deux doigts d'une guerre contre les Bosno-Serbes, la Russie était arrivée en proposant ses bons offices et proposant une solution de porte de sortie pour tout le monde. 2013 en Syrie, au moment de l'emploi des armes chimiques par Assad, bien hop, la Russie est arrivée, écoutez, on va trouver une solution. Mais pourquoi vous dites ça ironiquement, Michel Goya ? Non, c'est pas ironique, c'est le rôle que joue la Russie depuis longtemps et qui arrive en disant voilà. Mais qu'elle a un peu plus de mal à jouer aujourd'hui, là, avec l'Iran. Moins de effectivement. Sophia. Et pourquoi pas être ironique, puisqu'à l'époque, il a tout à fait raison, en 2013, lorsqu'elle a récupéré, la Russie a récupéré les armes prohibées utilisées par le président syrien de l'époque, Bachar el-Assad, contre sa population civile, la Russie, dans sa grande bonté, était venue récupérer ces armes-là pour empêcher la frappe que la France comptait mener contre ce régime. Obama s'était, à la dernière minute, défilé. Et donc, bien sûr qu'on peut être ironique, puisque juste après, la force russe est entrée en Syrie et a massacré le peuple syrien de 2015 jusqu'à quasiment 2022. Ce qui a provoqué aussi, et qui a eu un autre usage des armes chimiques, qui en 2018 ont provoqué cette fois la première des guerres de Donald Trump en fait. Bien sûr. Avec les Français et les Britanniques. C'était la seule qu'on a fait en coopération. Je rappelle les nouvelles du soir qui sont directement liées au tweet, au post de Donald Trump. On en saura peut-être plus lorsque Donald Trump va s'exprimer à Phoenix en Arizona lors d'une réunion politique dans quelques minutes, dans quelques instants. On ne sait pas encore exactement à quel moment il va parler, mais le plus important, c'est ce qui se passe concernant le détroit d'Ormuz. Est-il réouvert ? Va-t-il réouvrir ? Les Iraniens et les Américains sont-ils sur la même longueur d'onde? Et puis sur le nucléaire, également la même question, sont-ils sur la même longueur d'onde? C'est pour le moment la plus grande confusion. En tout cas, sur le terrain, une chose est certaine, militairement, c'est tout à fait le statu quo. C'est-à-dire que dans le détroit d'Ormuz, les deux marines, l'iranienne et l'américaine, restent face à face. Du côté américain, vous avez quand même 3 porte-avions sur place. Regardons cette carte. Vous avez le Lincoln qui est là depuis janvier. Vous avez le Ford qui est là depuis février, qui est en Méditerranée orientale. Et puis vous avez le Bush qui vient de passer le cap de Bonne-Espérance et qui est donc au niveau de l'Afrique du Sud et qui va bientôt arriver. Xavier Titelman. Donc on a quand même cette force de frappe, enfin cette projection de puissance des porte-avions qui sont là et qui pour le moment restent là. Qui reste, alors logiquement les hommes au bout d'un moment, les machines et les hommes sont fatigués, il faudrait quand même avoir une relève, donc on ne sait pas si le porte-avions va assurer une relève ou va augmenter la capacité de frappe américaine dans la zone. Il ne faut pas oublier encore, à côté de ces 3 porte-avions principaux, vous avez les Marines, et les Marines, ils ont des sortes de gros porte-hélicoptères sur lesquels vous avez aussi des avions de chasse, des F-35B à décollage court et à atterrissage vertical, qui sont des vrais avions de chasse et qui peuvent aussi participer à ces missions de bombardement. Comme c'est pas des vrais porte-avions et catapultes, on les fait pas afficher, mais en réalité vous avez encore des dizaines et des dizaines d'avions de chasse supplémentaires qui sont présents dans la zone et qui continuent à affluer. Donc la capacité de frappe américaine, elle va être encore beaucoup plus forte si par malheur le cessez-le-feu devait s'arrêter. Mais elle continue. Pour relever le Gerald Ford, même si en Méditerranée. Alors justement, voyons les chiffres et je vous pose cette question, Michel Goya. Donc, preuve de ce qu'il avance Donald Trump, des milliers de soldats supplémentaires sont en train d'être envoyés au Moyen-Orient. On parle de 6000 soldats donc à bord de l'USS Bush et plusieurs navires d'escorte, ça on en a déjà parlé. 4200 soldats du groupe amphibie Boxer, qui est également là, qui a quitté Hawaï la semaine dernière. Bon, donc ils sont pas encore arrivés, mais il y a dans ce groupe cette fameuse unité expéditionnaire des Marines embarquée, qui est la 11e unité expéditionnaire, qui devrait arriver fin avril. Comme par hasard, tout ce monde-là devrait arriver, converge pour être là vers la date de fin
du cessez-le-feu, c'est-à-dire mardi de la semaine prochaine environ, en tout cas dans la semaine prochaine, avec des hélicos, des engins de débarquement, etc. Oui, puis vous avez toujours là la brigade de la 82e Airborne qui est toujours en cours de déploiement, si c'est pas terminé, etc. Plus des unités des forces spéciales, des Rangers. Mais tout ça, c'est des éléments qui étaient prévus, qui étaient lancés avant le cessez-le-feu. Donc c'est pas avant ce qui s'est passé cet après-midi. Exactement. Donc je veux dire, il y a rien de nouveau. On aurait pu imaginer que Donald Trump dise ok, on va en rajouter encore, mettre des renforts pour peser encore plus sur les négociations et pour dire voilà, écoutez, maintenant pour avoir le gros bâton, un plus gros bâton encore pour négocier, c'est possible. Mais non, il s'est limité à ce que était déjà prévu et qui au passage aurait pu être là dès le début. Bien avant et aurait pu être bien plus impressionnant. Si Donald Trump lui-même n'avait pas sous-dimensionné volontairement l'opération militaire pour qu'on ne puisse pas dire que c'était une guerre, que ça reste une petite opération assez rapide, on n'aurait pas été obligé de renvoyer des renforts un peu dans l'urgence. Donc maintenant, ces renforts ils resteront là. Il est probable aussi par la suite, quelle que soit l'issue des négociations, que les Américains seront quand même obligés de maintenir pendant au moins quelques temps un dispositif relativement important. C'est comme ça que ça s'était passé précédemment ? Oui, ça restera quand même une période de tension. C'est-à-dire quand les porte-avions sont sur place, ils ne partent pas rapidement, c'est-à-dire... ils peuvent rester plusieurs mois. Regardez le Ford, ça fait combien de temps qu'il est en opération certainement trop longtemps. D'ailleurs, il était engagé dans les Caraïbes, ensuite il vient d'être engagé en Méditerranée. C'est beaucoup pour un porte-avions. Donc là, il y aura forcément des relèves. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours un dispositif qui est quand même relativement important. Ne serait-ce que pour surveiller peut-être l'application de ce qui aura été décidé pendant les négociations. Alors Xavier, vous le mentionniez il y a un instant, les hommes sur ces porte-avions sont fatigués. Et alors vous ne croyez pas si bien dire, il y a aussi des questions de nourriture avec des militaires américains partagent des photos. Vous les voyez de ces plateaux repas qu'ils ont envoyés, c'est à moitié vide et ça a l'air particulièrement insipide, parce que ça ce sont des photos que des militaires américains du Lincoln ont envoyé aux membres de leur famille, carrément, ils ont partagé ça avec eux. Les membres de la famille sont absolument inquiets. Ils préparent des colis destinés justement aux militaires américains déployés pour améliorer l'ordinaire, mais ces colis sont bloqués. Donc on a quand même un double problème là où ça en est, Xavier. C'est quand même très compliqué pour ceux qui sont sur ces porte-avions et qui en plus ne peuvent recevoir aucun colis. Non, mais il y a une logistique qui est monstrueuse quand on imagine des porte-avions qui doivent être ravitaillés. Une partie des ravitaillements doivent être réalisés par des pétroliers ravitailleurs qui accessoirement ont de la nourriture, mais c'est des procédures qui sont longues. Je suppose qu'il y a des ravitailleurs qui ont dû faire des allers-retours au sol et peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps ou peut-être qu'ils ont raté un ravitaillement ou deux. Mais quand vous avez une ville avec 3000 hommes, 3500 hommes, avec une centrale nucléaire, etc., des gens qui travaillent 24 heures sur 24, il y a un moment... Peut-être qu'ils sont arrivés au bout de leurs rations fraîches et donc ils ont tapé dans les stocks les rations de combat, les rations de survie. Effectivement, même pour les Américains, c'est quand même en dessous de la moyenne parce qu'il faut savoir que... Non, vous êtes d'accord, là, franchement, Michel, qu'est-ce que vous pensez de ces photos, là ? C'est en dessous des rations. Oui, les rations, autant les rations individuelles américaines sont pas terribles, autant sur les... Alors moi, j'étais que sur des porte-hélicoptères. Vous étiez sur des porte-hélicoptères, là... Et on mangeait très bien. Dans les bases américaines, on mange aussi... On est sur un porte-avions, là, ça vous semble correspondre aux normes habituelles ? Non, là, il y a visiblement un problème. Qu'est-ce que c'est là dans l'image de droite? C'est un morceau de viande. C'est de l'aubergine, mais non, c'est un. Ah, vous pensez que c'est une aubergine? Je crois que c'était un morceau. Une tranche d'aubergine. Un morceau de viande. Bon, en tout cas. Non, mais le navire est quand même parti assez rapidement. Il n'y a pas eu le temps de faire forcément des escales pour se rapprovisionner. Donc voilà, c'était une planification un peu rapide quand même, on va le dire. Mais les services postaux américains, Sylvie Berman, ont suspendu, donc je le disais, leur livraison vers les militaires américains déployés, mais ils les ont suspendus indéfiniment en raison de la guerre en Iran. Ça n'est pas du tout pour le moment question que ça reprenne. Non, absolument. Et Trump ne va pas demander aux Iraniens de livrer du caviar. Non, c'est Frouga. Non, effectivement, mais depuis le début, ils ont des problèmes logistiques. Alors moi, je ne suis pas en mesure de les expliquer, mais c'est vraiment problématique. Et ça ne porte pas uniquement sur la nourriture, d'ailleurs, puisqu'on se souvient des sanitaires qui étaient dysfonctionnels. Oui. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes. C'était d'ailleurs sur le Ford.
C'était sur le Ford. Là, c'est le Lincoln. Là, c'est le Lincoln. Alors, la guerre est peut-être proche de se terminer en Iran, comme le prétend Donald Trump, mais tout de même, le Pentagone a discuté ces derniers jours, très récemment, avec des grands constructeurs automobiles américains et les fabricants américains pour justement augmenter leur rôle intensifier leur rôle dans la production militaire. De qui s'agit-il ? De quelles entreprises ? Eh ben, pas des moindres, puisqu'il s'agit de Ford et de General Motors. Vous avez le PDG de Ford, Jim Farley, et la PDG de General Motors, Mary Barra, qui était présent il y a quelques jours dans le bureau ovale pour en parler. Et c'est une pratique qui rappelle ce qui était quand même en vigueur pendant la Seconde Guerre mondiale. Michel Goya, c'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, les constructeurs automobiles de Détroit, par exemple, de Detroit, avaient cessé la production de voitures pour passer, évidemment, à la fabrication de bombardiers, de moteurs d'avions, de camions. Bon, là, on n'en est pas là, mais quand même une discussion pour leur demander d'utiliser leur capacité de production et leur personnel à produire éventuellement des munitions et d'autres équipements, c'est fort. Oui, non, mais enfin, il faut surtout se poser la question parce qu'ils n'ont pas un problème de budget. Dire qu'on ait ce problème en France, que de capacité à produire de masse, etc. Non, les Américains, ils ont un budget de presque 1000 milliards de dollars par an. Et il est en train d'être augmenté à 1500. Oui, alors, je ne sais pas si ça se fera, mais ce que je veux dire, c'est déjà gigantesque. Et donc, normalement, on pourrait imaginer qu'il y ait suffisamment de commandes, tout simplement. C'est une question de chèque. Vous faites des commandes, l'industriel, Ford ou Gerald Ford, il va créer des chaînes de production supplémentaires pour assumer la production. Or, c'est pas le cas. C'est pas forcément le cas. Et là, il y a un vrai problème aussi de gestion des moyens. Des stocks aussi. Oui, alors après, effectivement, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a une industrie militaire qui est devenue une certaine façon une sorte d'artisanat de luxe qui fabrique des... Artisanat de luxe. Oui. Ah oui, j'adore la comparaison. C'est ce que je dis. Non, mais vous voulez dire que finalement, il y avait très peu de... d'un certain... la quantité était finalement négligeable presque, en temps de guerre en tout cas. C'est pour certaines, notamment pour certaines munitions critiques, dites critiques. Lesquelles ? C'est les missiles Tomahawk, par exemple, les intercepteurs THAAD, les intercepteurs antimissiles THAAD, SM-3, les missiles air-sol JASM, etc. Vous avez un certain nombre de munitions très sophistiquées, très précieuses, très puissantes, etc., mais qui ne sont produites qu'en petit nombre, et accessoirement avec souvent des composants qui viennent de Chine, en tout cas plein d'éléments qui viennent de l'extérieur. Et donc là, très concrètement, il y a cette guerre, mais en réalité, les Américains, depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir, il a fait quand même bombarder au Nigeria, et il y a eu une guerre au Venezuela, il a fait bombarder en Somalie, en Syrie, et je crois que je l'oublie, en Équateur même d'ailleurs, il y a eu des attaques. Donc ça y va, quoi, ça disperse de la munition. J'ai oublié les Houthis, 5 milliards de dollars de munitions balancées sur les Houthis. 5 milliards pour finalement pas grand résultat. Si, il y a eu un accord quand même, il y avait un cessez-le-feu, effectivement. Et donc, se dire, ça disperse quand même de tous les côtés. Et c'est le coup de la guerre. Oui, non, bien sûr, mais il faut assumer derrière. Mais c'est parce que vous dites, ça n'était pas prévu, ça n'était pas c'est pris en compte. Notamment pour certaines munitions qui, là, dans le stock, évidemment, baissent. Sylvie, puis Sophia. Mais la doctrine américaine, normalement, prévoit qu'on peut mener deux guerres. Deux grandes guerres. Deux grandes guerres. Ah bon, c'est nommé, c'est deux guerres. Absolument. Deux guerres majeures en même temps. Deux guerres majeures de haute intensité dans la durée. Alors là, on s'aperçoit que il n'y en a qu'à une. Et que ce n'est pas le cas, effectivement. Oui. Et en plus, sur les matériaux, ce que disait Michel Goyen, c'est qu'effectivement, les Tomahawk, par exemple, ont du gallium, qui est un métaux rare, et dont la Chine a le quasi-monopole. Oui. Donc, la guerre met à nu la dépendance accrue des États-Unis par rapport à la Chine. Oui. Commercialement parlant, oui, Sophia Mara. En plus, là, on n'est pas dans une guerre de haute intensité. On a la première puissance des États-Unis, la première puissance du monde, qui fait face à une puissance régionale, certes, mais qui n'est pas... donc ça, c'est première chose. Deuxièmement, on ne peut pas considérer qu'ils sont à découvert, les Américains. Sauf que pour parer à tout manque... et vous me corrigerez, colonel, là, apparemment, pour tout ce qui est stock et munitions critiques, ils sont à découvert pour 4 ans.
Est-ce que vous le confirmez ou pas? En tout cas, ils ont consommé 4 années de production. Mais donc, les pousse... pour éviter un découvert, il faut qu'ils se réachalandent ou qu'ils se réapprovisionnent pour ne jamais être dans une situation où il manquerait de stock s'ils étaient appelés où ils en sont aussi à retarder des exportations, voire à les détourner. Exactement ce que j'allais non, mais juste un mot, c'est-à-dire qu'en fait, ça date pas, on se préoccupe pas de ça à partir de la guerre aujourd'hui. Je vous rappelle depuis Texet, allant voir les entreprises, mais bien avant la guerre. Avec cette idée, je vous rappelle, il y a eu un rapport qui était sorti en disant attention, face à la Chine qui produit beaucoup, nous militairement, nous on est en train d'être dépassés, donc il faut augmenter notre production et notamment dans certaines munitions critiques, avec l'optique face à la Chine. Pour si on veut vraiment dissuader la Chine d'attaquer le Taïwan, de faire simplement, il faut être fort, et pour être fort, il faudra notamment beaucoup de ces munitions critiques. Et donc il faut accélérer la production. Et là, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont diminué leur capacité de dissuasion face à la Chine, pour faire très simple. Et la guerre en Iran a également eu d'autres conséquences inattendues, c'est-à-dire que des responsables américains ont informé certains de leurs homologues européens que des livraisons d'armes américaines qui étaient prévues seront retardées. La guerre en Iran, justement, puisant dans les stocks. Quels pays ont été touchés, Le pire pays, je pense que le meilleur exemple, c'est la Suisse. La Suisse devait recevoir à partir de l'année prochaine des systèmes de défense aérien patriotes. Et les Américains leur ont dit, allez, 3 ans de retard. Alors les Suisses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on arrête de payer. Dans ce cas-là. Les Américains, tour de passe-passe, ils ont pris de l'argent que les Suisses avaient déjà payé sur le F-35. Ils l'ont affecté de manière totalement arbitraire, puisque c'est dans les foreign military sales, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont pris l'argent des avions de chasse pour les mettre sur les Patriotes, et ils disent aux Suisses, il n'y a plus d'argent pour payer vos avions de chasse, vous pouvez remettre repos maintenant? Donc ils prennent à la gorge leurs clients, mais ça fait très longtemps qu'on dit sur ces plateaux que les Américains font ce qu'ils veulent, ils ont en arnaque quand ils veulent, leur matériel encore une preuve de plus. Alors la Suisse, il y a aussi la région, les pays scandinaves et baltes. D'une manière générale, les F-35 sont en retard, ils ne sont pas au niveau qui était prévu, les pièces détachées n'arrivent pas, parce que comme les Américains utilisent beaucoup leurs avions sur ce front, leur priorité, c'est de se servir eux-mêmes avant tout. Donc ils retirent les pièces détachées, la maintenance des avions. Donc les avions de chasse, les F-35, alors qu'ils doivent voler environ 220 heures par an, ils sont en dessous de 180 heures par an. Donc chaque avion vole moins. Et vous avez par exemple les Pays-Bas qui ont un rapport, ils l'ont dit, nos avions ne permettent pas à nos pilotes de faire le minimum pour que nos pilotes maintiennent le minimum des exigences réglementaires dans le cadre de l'OTAN. Qu'ont dû faire les Pays-Bas, ils ont dû racheter davantage de F-35 pour compenser la faible disponibilité de leur flotte due au fait que les Américains ne livrent pas les pièces détachées. Donc on a ça dans tous les pays d'Europe et on restera soumis aux Américains tant qu'on continuera à dépendre d'eux. Il y a 300 milliards de dollars de matériel militaire américain qui doit être livré à l'Union européenne dans les prochaines années. Voilà, ça, il faut arrêter tout de suite. Oui, Lucas Manger. C'est un autre. Mais non, mais pardon de me faire l'avocat du diable, mais finalement, est-ce que ce que les Américains font, c'est-à-dire se préférer eux-mêmes, c'est-à-dire décider qu'effectivement ils vont pas livrer et qu'ils vont penser à eux-mêmes, est-ce que tout le monde ne le ferait pas? Vous connaissez un pays qui ferait pas ça? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc il faut être souverain. Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est la question de la souveraineté. Par ailleurs, au passage, ces annonces ont un autre mérite pour Donald Trump. Le fait de relancer, d'accentuer l'économie de guerre, c'est que l'économie américaine n'est quand même pas aussi florissante que Trump l'annonce. Il y a certes un chômage qui est beaucoup plus bas que dans la plupart des pays européens, notamment chez nous, mais qui est existant. Il y a une inflation. Ça permet de relancer aussi les cadences de l'industrie américaine et d'avancer beaucoup plus vite et de tout simplement de générer de l'argent. Donald Trump est tout sauf fou. Il y a des élections qui approchent, une campagne qui commence et qu'il est peut-être déjà en train de commencer ce soir. Il a besoin de relancer l'économie américaine, de dire à Cadillac allez me fabriquer des chars, ça permet de faire travailler plus de gens chez Cadillac, tout simplement. Oui. Alors évidemment, Donald Trump, vous savez, a eu quelques mots, je dirais, avec l'Espagne, parce qu'en Europe, il y a l'Espagne qui tient tête à Donald Trump. Et voici ce qu'il a dit. Est-ce que nous avons, le tweet de Donald Trump qui continue à tweeter, comme je vous disais, il a beaucoup tweeté aujourd'hui à propos de l'Espagne. L'Espagne, Sylvie Berman ose quand même tenir tête.
Mais depuis le début, parce que quand il y a eu le sommet de l'OTAN, l'Espagne est le seul pays qui a refusé d'ouvrir son espace aérien. Non, là, l'espace aérien, c'est récent. Là, il n'était pas le seul, oui, pardon. Mais au moment du sommet de l'OTAN, ce que l'Espagne a refusé, c'est d'augmenter son budget de défense à 5%. Et donc, Donald Trump était déjà furieux, et là, il l'est davantage, et Donald Trump, parmi ses grandes qualités, est très rancunier. Alors justement, il s'en prend effectivement. Ah oui, il est rancunier. Il s'en prend à l'OTAN et justement aujourd'hui, en plus de Hormuz et du nucléaire, je vous ai laissé le meilleur pour la fin. Il y avait également l'OTAN, c'est-à-dire qu'il a pensé à tout, Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a dit ? Écoutez, j'ai tellement de tweets de Donald Trump que je ne sais plus. Si, voilà, je l'ai retrouvé à 16h13 heure française. Donald Trump a écrit: maintenant que la crise du détroit d'Hormuz est terminée, pense-t-il, j'ai reçu un appel de l'OTAN me demandant si nous avions besoin d'aide. Je leur ai dit de rester à l'écart, à moins qu'ils ne veuillent simplement remplir leur navire de pétrole. Très cynique, ça, quand même, là, le commentaire de Donald Trump. Ils se sont montrés inutiles au moment où on avait besoin d'eux, un tigre de papier. Bon, là, ça fait beaucoup. Nous allons tout de suite demander son avis, ses commentaires, ses lumières à Mathieu Karman. Bonsoir, rebonsoir Mathieu, vous êtes en direct avec nous de Washington, vous êtes avec Julie Janus. Vous avez du soleil, visiblement, devant la Maison Blanche. Attention à vos coups de soleil. Expliquez-nous ce qui s'est passé avec Donald Trump à propos de l'OTAN cet après-midi. C'est-à-dire que on sait ce qu'il pense de l'OTAN et en plus il nous humilie maintenant en parlant de tigre de papier. Absolument, et ce message que vous venez de lire à l'instant, Anne, a été publié au milieu des quelques 10 messages concernant le détroit d'Hormuz et sa réouverture annoncée un peu plus tôt dans la journée. Et vous avez dit, Donald Trump a employé ce terme, le tigre de papier. Alors pourquoi utilise-t-il ce terme ? Parce qu'il veut définir l'OTAN comme une organisation qui semble puissante et menaçante, mais seulement en apparence, parce que pour lui, la réalité est tout autre. Donald Trump qualifie l'OTAN de faible et d'inefficace, et c'est exactement cela que reproche Donald Trump à l'OTAN et ses alliés. Il reproche justement aux différents pays de ne pas soutenir les États-Unis depuis le 28 février dernier et le déclenchement de la guerre en Iran. Il a accusé certains alliés des États-Unis de tourner le dos tout simplement au peuple américain. Il les a qualifiés de lâches à de nombreuses reprises. Je regardais il y a quelques secondes à peine le compte Truth Social de Donald Trump et j'ai tapé seulement NATO, OTAN en anglais dans la barre de recherche. On voit qu'il y a plusieurs messages par semaine concernant cette organisation. Donald Trump qui menace depuis plusieurs jours et depuis plusieurs semaines de se retirer tout simplement de l'organisation du traité Atlantique Nord. Et vous l'avez dit, il a publié il y a quelques heures un message également concernant l'Espagne. Ils n'ont jamais été là pour les États-Unis, dit Donald Trump. Vous le voyez, la passe d'armes entre les États-Unis et l'OTAN est loin, très loin d'être terminée. Merci beaucoup Mathieu Karman. Merci à Julie Janus qui est avec vous. Essayons de comprendre exactement ce qu'il veut dire Romuald Siora sur l'OTAN. C'est pas la première fois que Donald Trump s'en prend à l'OTAN. Formule humiliante, celle quand même de tigre de papier. C'était celle de Mao Tse-tung tout de même pour désigner les États-Unis. Hein. Oui. Et là, il nous la renvoie. Je pense pas qu'il ait conscience de cela. Référence. Oui, vous pensez que c'est pas ses références ? Non. Humilier ses alliés, flatter les puissants russes et chinois fait partie de la rhétorique trumpienne. Non, vous savez, si on voulait résumer l'objectif de la politique internationale de cette administration, parce qu'on parle beaucoup trop de Trump. Il ne faut pas oublier que Trump... L'administration entière, il faut dire. Trump de haut, c'est pas Trump 2016, c'est plus un homme isolé, c'est un homme qui a été élu avec l'aide de l'extrême droite américaine, une extrême droite très structurée, radicale, crypto-fasciste, comme je dis, avec à sa tête et aujourd'hui dans cette administration des intellectuels de haut niveau. J.D. Vance, vice-président, Suzy Wild, secrétaire générale de la Maison-Blanche, la femme la plus puissante au monde selon Trump. Enfin, J.D. Vance, j'ai pas l'impression que... il l'envoie plutôt au charbon et ça marche pas vraiment. Ça, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a. J.D. Vance a quand même mis des pressions pour être J.D. Vance. Vous savez, Trump s'est quand même planté en Iran. J.D. Vance aurait été bien content d'être celui qui serait revenu avec le deal que Trump n'a pas été. Oui, d'accord, mais il ne l'a pas fait. Ça n'a pas fonctionné. Ça, il n'a pas réussi. Mais il a quand même mis pression pour y être. Donc aujourd'hui, il a. Mais néanmoins, J.D. Vance. Non, mais vous étiez en train de dire, c'est très intéressant, qu'il y a toute l'administration qui partage les opinions de Donald Trump. Mais non, justement, cette guerre, c'est la guerre de Donald Trump. Il l'a fait contre J.D. Vance, contre Suzy Wild, qui le supplie depuis des mois de ne pas s'engager en Iran et qui le supplie depuis des semaines de cesser ce conflit, contre la plupart des généraux du Pentagone, contre les sénateurs républicains. C'est la guerre de Trump. C'est pas la guerre de cette administration. Bref, mais cette administration a un objectif sur la scène internationale
qu'on pourrait résumer entre mettre à bas le système multilatéral post-1945. Je vous coupe puisque Donald Trump est à Phoenix, il est sur scène, il va arriver sur scène, le voici. La veuve de Charlie Kirk vient de parler puisqu'il s'agit de ce meeting organisé par la grande organisation Turning Point USA. C'est un événement politique majeur justement pour galvaniser la base républicaine en vue des élections de mi-mandat. Trump est là pour s'afficher aux côtés des figures locales, avec cette veuve du fondateur, avec le candidat au poste de gouverneur de l'Arizona. Ça se passe où ? Ça se passe dans une méga church, comme on les appelle aux États-Unis. C'est un immense complexe de 5000 places, avec des équipements audio, vidéo, de pointe. Et c'est la première prise de parole quand même de Donald Trump depuis le blocus débloqué, j'allais dire. Enfin, c'est ce que souhaite Donald Trump. Et ça sera très intéressant de se rendre compte, Lucas Manget, si Donald Trump tient un discours ce soir vraiment victorieux, c'est-à-dire qui irait dans le sens de tous ses tweets de cet après-midi, de tout ce qu'il a posté, c'est-à-dire qu'il prend ses désirs pour des réalités en disant que Hormuz, grâce à son contre-blocus, est réouvert, et en disant que le nucléaire, eh bien, c'est pas un problème, il sera sorti d'Iran très facilement. On va voir, on va écouter ce qu'il va dire, mais c'est vrai qu'il a l'air d'être plutôt en forme, à voir sa forme sur les Truth Social aujourd'hui, et qu'il est en tout cas en terrain conquis. Là, il est face à une base, c'est une base électorale totalement acquise à sa cause, donc il y a peu de chances qu'il se lance dans un grand discours diplomatique expliquant la difficulté de l'accord avec les Iraniens sur le nucléaire, mais plutôt de se féliciter de ce qu'il a fait. Il faut quand même avoir en tête que c'est le lancement officiel de la campagne des midterms qui se trouve ces jours-ci, qui ont lieu en novembre prochain. Mais à partir de maintenant, les États-Unis rentrent encore, enfin les États-Unis, pas Trump, mais Trump pour son camp, mais dans chacun des États américains, la campagne commence, elle est extrêmement importante, et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les républicains perdent. Alors, voilà, Donald Trump est resté immobile, assez solennel, en attendant la fin de sa musique. Là, il s'approche du pupitre. Nous entendons les applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis profondément touchée. Je tiens à remercier tout simplement les personnes les plus âgées, mais aussi les plus jeunes. Je n'ai jamais vu autant de jeunes. Et un grand bonjour à Phoenix, des gagnants, les gens de Phoenix, les gens de l'Arizona. Je suis ravi d'être ici, en Arizona, où les gens sont travailleurs, croyants et participent à l'action de l'association Turning Point et se battent pour les États-Unis. Il y a 7 mois, notre pays a perdu un combattant de la liberté, un ami, un homme incroyable, Charlie Kirk, un homme incroyable. Charlie a été assassiné par un meurtrier cruel qui pensait qu'en le faisant taire, il ferait taire une idée. Mais ici, aujourd'hui, on voit bien que la voix et l'idée de Charlie n'a pas été anéantie. On l'entend d'ailleurs résonner bien plus fort que jamais. Son message est inarrêtable. Inarrêtable. Son mouvement ne s'arrêtera pas. Le succès est la seule issue pour son message. C'était un ami incroyable, nous parlions beaucoup, nous parlions souvent de politique, de Dieu, de beaucoup de sujets. C'était quelqu'un de vraiment très spécial. Et je tiens à remercier Erika, qui est dans une situation extrêmement compliquée. Certains pensent que c'est pas si difficile. Mais si, c'est très difficile. Erika était profondément amoureuse de son mari et elle a fait un travail incroyable. Donc je tiens à la remercier profondément. Merci Erika.
Ensemble, nous rendons sa grandeur à l'Amérique et en novembre, nous allons remporter les élections de mi-mandat. Nous allons gagner. Nous allons gagner comme jamais auparavant, pour plusieurs raisons. Même quand on a un très bon mandat, comme c'est le cas actuellement, et d'ailleurs je vais vous donner des bonnes nouvelles sur l'Iran. Est-ce que ça vous intéresse ? Ça faisait longtemps que c'était prévu. Et je me suis dit que je n'allais pas faire de rencontres avec les médias, mais me voici. Bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup de désinformation. On pourrait remplir cette salle avec des journalistes et que quelqu'un veut leur donner leur place. Cette période a été absolument incroyable. Je vais vous en parler d'ailleurs davantage. En 2024,